Merci Fred. Moi je suis Sylvie Lomont, je suis médecin de santé publique et je travaille à la direction des affaires sanitaires et sociales, dans le bureau de santé publique, et je participe à l'activité de consultation de médecine des voyages. Je tiens à remercier l'association médicale et puis effectivement le laboratoire aussi Pharmagence avec Philippe qui nous ont permis d'être là ce soir et de nous aider. Ça fait un moment qu'on voulait, avec toute l'équipe qui travaille au Centre Santé Voyage, vous faire une présentation parce que, comme vous le savez, depuis plusieurs années, un certain nombre d'années, la démocratisation des voyages, le nombre croissant de voyageurs, les différents types de voyages, de voyageurs, des touristes, des voyageurs professionnels, des migrants, l'âge extrême des voyageurs de plus en plus fréquent, avec des nourrissons, de plus en plus de nourrissons qui partent, de plus en plus de seniors avancés, je ne vise personne, des voyageurs variés, avec des types de séjours variés, la problématique des migrants qu'on n'a pas trop en Nouvelle-Calédonie, mais tous ces éléments font qu'après le Covid, on a une reprise de cette activité et qu'on pense que c'est un sujet en soi et que vous tous, à un moment donné ou à un autre dans votre consultation, vous êtes confrontés, amenés à des questions. Et donc là, on va profiter de cette soirée pour vous parler des risques liés au voyage, des problèmes de santé des voyageurs de manière générale et pouvoir vous faire une introduction. Ce n'est pas une présentation qui sera exhaustive et qui vous donnera des conduites à tenir nécessairement très précises, mais à l'occasion, on pourra refaire des formations thématiques ou une organisation sur des points particuliers. Je dirais que c'est un apéritif, une entrée, qui vous permettra ensuite de voir un petit peu les différents aspects et le cas échéant, après, nous, on pourra refaire des formations adaptées. Donc la médecine des voyages, c'est une spécialité d'amont, d'information, de prévention des pathologies du voyage qui comprennent toutes les informations possibles, les recommandations, des obligations vaccinales, des préventions sur les risques endémiques ou épidémiques qui sont liés au biotope, qui sont liés au site de voyage, au lieu de voyage, au type de voyage aussi, et qui sont d'autant plus fiables s'ils sont adaptés aux risques, aux personnes, au voyage et à la destination en fonction de tous les éléments politiques, climatiques, sécuritaires et sanitaires. Les voyageurs, contrairement à ce qu'on pense, qui vont en zone tropicale, ce ne sont pas les pathologies tropicales qui sont les plus fréquentes. On voit que les pathologies tropicales, c'est moins de 1% en fait des pathologies du voyage. On se retrouve plutôt avec des pathologies fréquentes comme ce qui sont les diarrhées du voyageur qui seront traitées après. Les décès à l'étranger, vous voyez que c'est extrêmement rare, c'est 1 pour 100 000 mois de voyage, l'unité c'est mois de voyage. Les rapatriements sanitaires, c'est 1 pour 1000, les hospitalisations 1 pour 100 mois de voyage. Et dans les pathologies du voyage, 80% sont des pathologies bénignes et parfois graves, traumatiques, mais plus qu'infectieuses et parasitaires. C'est important de les avoir en tête parce que quelquefois on se focalise un peu trop sur la médecine tropicale alors que finalement on se rend compte que les motifs de maladies au cours du voyage sont rarement liés à la médecine tropicale en fait, ou très peu fréquemment. Alors, quel risque pour le voyageur? Il y a les risques réels mais rares de pathologies exotiques, comme on a dit, paludisme, hépatite, bilharziose. Des risques plus fréquents, la tourista, qui sera présentée tout à l'heure. Des risques réels d'IST qu'on a tendance à négliger mais qu'il faut prendre en compte parce qu'on sait très bien que en voyage, les voyageurs ils ont tendance à lâcher les élastiques, comme sens propre et figuré. Et donc c'est vrai qu'à ce terme-là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On a des risques épidémiques qui sont souvent vectoriels, donc on les connaît un petit peu ici, mais dengue, chique, zika, etc. On a des risques épidémiques ponctuels, hantavirus, MERS coronavirus, on peut avoir des épidémies d'Ebola à un endroit précis. Des risques qui sont plus ou moins liés au voyage, des compensations d'une maladie préexistante cardiovasculaire, cancéreuse, psychiatrique, des risques d'accidents qu'il ne faut pas négliger non plus. Comme je vous l'ai dit, les voyageurs lâchent les élastiques et au niveau de la sécurité, ce qu'ils ont l'habitude de faire chez eux, quelquefois ils l'oublient en voyage. Bref, tous ces éléments-là, donc il faut prendre en compte lors d'une consultation, mais qui sera détaillée après. Donc dans les repères que vous devez prendre en compte, c'est les risques parasitaires infectieux dans les régions intertropicales, la microgéographie avec le ratio bénéfice-risque, par exemple de la chimioprophylaxie du palu en fonction de l'épidémie, la climatologie et puis la géopolitique.
Alors les voyageurs sont étonnants, souvent insouciants mais qu'ils ne le savent pas et parfois trop inquiets mais qu'ils ne savent pas non plus. Donc c'est vrai que quand on les a en face de soi, il faut composer avec ces deux types de voyageurs, les informer, les rassurer. Il y a une enquête Sofres de 2009 qui avait été faite sur un panel de 600 voyageurs français qui partaient dans des destinations exotiques. On se rend compte que 30% ne consultent pas avant le départ, 30% partent sans moindre médicament. 50% ne se protègent pas contre les maladies à transmission vectorielle. Donc on voit que quand même le médecin est quand même un élément, enfin une personne importante qui peut permettre justement de mieux préparer ces voyages. Donc prendre en compte les voyageurs, l'âge, la grossesse, le voyage, les vaccinations, les préventions des maladies vectorielles, le risque alimentaire et garder une certaine objectivité, c'est tous les éléments qui vous seront présentés par mes collègues tout à l'heure. Donc quelques types de voyageurs que vous aurez à voir, des difficiles, ceux qui savent tout, les internautes, voilà, des voyageurs individuels ou voyageurs de groupe. Souvent les voyageurs de groupe, ils disent tout est prévu, tout est organisé, donc j'ai pas de risque. Et puis les routards où effectivement il faut être très vigilant parce que souvent les moyens limités et donc quelquefois des prises de risques ou des décisions en matière d'activité qui ne sont pas toujours adaptées. Bref. Dans les questions que les voyageurs posent souvent, c'est quel vaccin, trousse à pharmacie, grossesse actuelle ou projetée, enfant en voyage, senior en voyage et maladie chronique. Donc, et après, effectivement, donc une fois qu'on vous aura développé un petit peu tous ces sujets, dans les semaines qui suivent, voire les mois qui suivent, quand vous avez un voyageur qui vient vous voir, déjà, qui vient consulter, il faut quand même préciser où et quand a eu lieu le voyage. Et en fonction de ces éléments, pouvoir orienter effectivement ce qu'on vous présentera tout à l'heure, les types de pathologies au retour. Donc, en fait, le plus grave risque pour le voyageur, finalement, c'est de ne pas pouvoir partir. Voilà. Donc, ce soir, on va vous présenter, donc Martine vous présentera la consultation type du voyage. Ensuite, Anne, qui est là, donc vous présentera donc les vaccins du voyageur. Ensuite, donc Martine représentera la place de la chimioprophylaxie du paludisme. Puis la tourista, prévenir et traiter, donc Anne de nouveau. La sécurité en voyage, donc ça sera Arnaud. Et le risque insecte, j'ai oublié de dire, avec Arnaud aussi, qui va Arnaud Canet. Et puis pour aller plus loin, donc ça sera Anne-Claire, qui va nous présenter quelques éléments. Je vous parlerai rapidement des pathologies du retour. Ça sera non exhaustif, non détaillé, c'est un point de départ. Et puis, on conclura la soirée. Donc, les questions, en fait, on va vous faire les présentations. Je crois que la séance est filmée. Et je vous proposerai qu'à la fin des présentations, effectivement, on puisse poser les questions et qu'on puisse échanger entre nous et voir même après, à la fin de la soirée. Voilà. Donc, je pense que les PowerPoint vous seront diffusés et j'ai mis donc quelques sites intéressants, en tout cas, qui pourraient vous aider après dans votre pratique quotidienne et pour en savoir plus. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais laisser la parole à Martine. Il faut que je retrouve sa présentation. La présentation numéro 2. Ouais. Voilà. Ok. Merci, bonsoir. Alors, je vais essayer de vous faire quelques diapositives sur le déroulement type d'une consultation de conseil aux voyageurs. En fait, j'ai la main. Ouais. Ah bon, comme vous l'a dit Sylvie, la médecine du voyage, elle comprend à la fois quelque chose qui se passe en amont, le conseil aux voyageurs. Ensuite, il y a le voyage. Et puis, il y a les pathologies du retour. Mais donc là, ce soir, on va beaucoup parler avant le voyage, des conseils. Et figurez-vous que le conseil, c'est bien sûr la prévention. Alors, tous les voyageurs en général, ils viennent chercher des vaccins. Leur première question, c'est qu'est-ce que je dois faire comme vaccin? Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est le conseil qui va avec. La prévention primaire, comment faire pour ne pas s'exposer à certains types de risques, mais également la prévention secondaire, c'est-à-dire il faut que pour eux ça soit clair, qu'est-ce que je fais s'il m'arrive ça? Alors, deux exemples, si j'ai la diarrhée, voilà, il faut faire le tri entre les diarrhées graves ou les diarrhées pas graves.
Autre chose, si je suis mordu par un animal, etc. Ça, ce sont les conduites à tenir. Donc, vous voyez que le conseil, finalement, c'est très important. On ne doit pas se contenter des vaccins. Il faut être en capacité de donner des conseils qui comprennent ces deux thèmes-là. Alors, idéalement, quand on veut bien structurer un conseil aux voyageurs, il faudrait être là. C'est-à-dire à l'interface entre qui est ce voyageur, où est-ce qu'il va et quand est-ce qu'il part, et combien de temps il reste, et puis qu'est-ce qu'il va y faire. Alors, qui est ce voyageur? Parce que évidemment, il y a différents types de voyageurs. Il y a le voyageur classique, le voyageur en groupe, le voyageur solo, celui qui va dans des endroits un peu plus aventureux, le sac à dos, l'humanitaire, etc. Et en fait, les besoins sont différents. Ensuite, il y a quel âge il a? Sylvie vous a dit qu'il y avait de plus en plus de personnes âgées qui voyagent. Et nous, on en voit qui partent avec des groupes. Et franchement, ils vont en altitude, ils sont très âgés. Et ces risques-là ne sont pas forcément pris en compte par l'organisateur du voyage. Bon, et puis il y a les bébés aussi. Parfois, on fait aller des bébés à des endroits un peu à risque, et notamment quand, par exemple, les familles vont présenter le bébé à la famille en Afrique. Se pose le problème de la prévention du paludisme, etc., ou des femmes enceintes aussi qui veulent aller en zone de palud. Bon, bref, ça pose des problèmes. Après, il y a les antécédents de la personne, son état de santé et des facteurs de risque. Alors là, vous avez une liste, mais c'est pas exhaustif, bien sûr. Grossesse, allaitement. Ça pose des problèmes vis-à-vis de certaines prophylaxies. Il y a des voyageurs qui ont un handicap sensoriel, moteur ou mental. Bon, là, c'est l'adaptation des conditions de voyage aussi à son état. Les pathologies chroniques, c'est très important parce qu'en fait, quand on regarde les causes de rapatriement des voyageurs, vous allez avoir, moi ce qui me vient en tête, c'est les décompensations de maladies chroniques à cause de la chaleur, à cause Alors, il y a aussi un certain nombre de voyageurs qui ont mis tout leur traitement dans leur valise, rien dans leur bagage à main, puis ils arrivent à la destination et leur valise est perdue. Donc, ouais, il faut mettre la moitié, par exemple, des médicaments dans le bagage à main. Après, il y a... oui, alors les conditions d'entrée, c'est par exemple pour le VIH. Il peut y avoir certains voyageurs vivant avec le VIH pour lesquels les conditions d'entrée dans certains pays vont être conditionnées. Après, il y a aussi des voyageurs qui ont des facteurs de risque de thrombose veineuse profonde ou des facteurs de risque cardiovasculaire qu'il faut prendre en compte. Il y a tout l'aspect des traitements, c'est-à-dire comment on va gérer le traitement, les ordonnances, etc. Certains voyageurs qui sont sous oxygénothérapie ou qui font des dialyses, comment ils vont faire quand ils seront en voyage. Et puis, est-ce qu'ils ont déjà un calendrier, est-ce qu'ils ont déjà été vaccinés pour certaines maladies tropicales, ou est-ce qu'ils ont déjà fait certaines maladies infectieuses qui fait qu'ils n'auront pas besoin de vaccin, etc. Après, les allergies, c'est important par rapport à certains vaccins. Et puis, l'aspect psychologique, alors ça, c'est important parce que, par exemple, ce qu'on appelle les VFR, ce sont des voyageurs particuliers qui sont les Visiting Friends and Relatives. En fait, c'est des personnes qui sont nées dans un endroit, qui ont émigré et qui vont retourner voir dans le pays la famille. Et ils pensent, en fait, qu'ils ils pensent savoir exactement ce qu'il faut faire, par exemple la prévention du paludisme, mais en fait ce qu'ils ne savent pas, c'est que au bout de 1 an ou 2 passés en zone où il n'y a pas de paludisme, ils perdent leur immunité, leur faible immunité naturelle, qu'ils avaient acquis, et donc quand ils arrivent de nouveau dans le pays impaludé, ils sont naïfs vis-à-vis des crises de paludisme. Mais eux, ils n'ont pas cette conscience-là. Donc, ce sont des personnes, les VFR, qui sont très, très difficiles à conseiller, en général. Et c'est d'ailleurs, ils sont très souvent, ils font partie d'un fort pourcentage de crises de paludisme. Après, évidemment... Donc Sylvie vous a dit que les voyageurs ne sont pas tous égaux vis-à-vis de la conscience et de la gestion des risques. Il y en a qui vraiment lâchent les élastiques, comme tu disais. Donc ils ne vont pas appréhender le risque de la même façon que vous ou que la majorité, que la moyenne. Et puis il y a aussi le problème des chocs culturels, le syndrome de Paris, de Florence, le syndrome indien de Jérusalem, de Tahiti, du retour, etc. On pourra évidemment un jour peut-être en reparler. Mais il y a toute une cinétique de l'adaptation par rapport à la durée de voyage
qu'il faut prendre en compte. Alors le deuxième chose, c'est où est-ce qu'ils vont. Évidemment, il y a des risques par destination, hein. Bien sûr les maladies infectieuses comme le paludisme, la fièvre jaune, etc. Mais il y a aussi des risques liés à la sécurité. Quand vous regardez le ministère des Affaires étrangères, les cartes de sécurité, d'ailleurs elles évoluent au fur et à mesure, eh bien, il y a vraiment des zones rouges ou oranges où il ne faut pas y aller, quoi. Et puis, quand on dit qu'ils vont dans une destination, oui, mais où est-ce qu'ils vont? Et à l'intérieur du pays, où est-ce qu'ils vont aussi? Donc souvent, nous, on a des cartes, on regarde avec eux leur itinéraire et on essaye de voir ce qui est à risque ou pas. Et puis, il y a aussi le problème de quand ils vont pour les tours du monde, par exemple, ou les gens qui partent assez longtemps et qui vont faire plusieurs pays, dans quel ordre vont-ils faire ces pays? Parce qu'il y a des exigences administratives, notamment vis-à-vis de la fièvre jaune, et ça va être différent, le conseil, selon l'ordre d'arrivée dans les pays. Le niveau sanitaire du pays aussi, c'est important de savoir où ils vont parce que, évidemment, la prise en charge des problèmes de santé qu'ils pourraient rencontrer pendant le voyage n'est pas pareil selon les différents pays. Et puis le temps, alors le temps, c'est combien de temps, la durée de séjour, parfois c'est un très court séjour, comme par exemple les personnels navigants, et puis des très longs séjours comme les expatriés, donc les conseils sont différents. À quelle période ils vont dans ces pays, parce qu'on sait que la saison des pluies, et juste après la saison des pluies, c'est un risque de pullulation des moustiques et donc des maladies à transmission vectorielle. Le délai qu'on a aussi avant le départ, eh ben, c'est très important parce que ça conditionne les vaccins qu'on va pouvoir leur faire ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont y faire dans ces endroits-là? Eh bien, est-ce que ça va être un séjour plutôt rural, avec plus de risques vis-à-vis des maladies vectorielles, urbain, ou les deux? Quel type d'hébergement? 4 étoiles, en tente? Est-ce qu'il y a de la climatisation? Quel type d'alimentation ils vont avoir? Et si on a des fiches qu'on peut vous transmettre aussi au Centre Santé Voyage, là, avec les risques, ce qui est à risque faible ou plus élevé vis-à-vis des aliments ou des boissons. Comment ils vont se déplacer, la sécurité, mais ça on vous en reparlera, le problème des assurances voyage, est-ce qu'ils vont être côtoyés des animaux et quelles activités sont prévues, l'altitude, la plongée, la sexualité, etc. Donc voilà. Alors du coup, ça fait qu'il y a un certain nombre d'éléments à recueillir qui vont faire partie du dossier. Je crois que vous pourrez le revoir plus longuement. Alors donc le plan type d'une consultation, ben, c'est d'abord faire le qui ou quoi. C'est important que vous ayez une petite idée. De façon systématique, on aborde toujours le problème des vaccinations, le problème du risque moustique, moustique de jour, moustique de nuit. Moustique de nuit, c'est plutôt paludisme et encéphalite japonaise. Hein. Et puis l'alimentation, puisque la tourista, c'est quand même la diarrhée du voyageur, c'est quand même 20 à 40%, vous voyez, des risques. Donc c'est la maladie infectieuse la plus fréquente en voyage, donc ça c'est important. La rage, nous on en parle toujours, parce que c'est quand même la létalité de la rage est quand même extrêmement importante. Et puis la sécurité en voyage, donc on vous en reparlera aussi, je pense, parce que les problèmes d'accident de transport sont les problèmes de sécurité très importants en voyage. Donc il y a des conseils simples à leur donner. Alors, et puis ensuite, ça c'est le systématique. Et puis après, selon les besoins, vous voyez qu'on va donner des conseils supplémentaires. Hein, bon, là, je vous dis, les maladies, décompensation de maladies chroniques, c'est quand même un problème fréquent. Alors, au final, on a des consultations qui sont relativement faciles, c'est-à-dire qu'il y a une ou deux, les voyageurs sont 1 ou 2 à partir. Ok. Il y a, les consultations faciles, c'est les voyageurs classiques, hein, qui, bon, par exemple, je vais à Sydney pendant 15 jours ou je ne sais pas quoi. Quand il y a une seule destination, c'est facile. Une destination avec peu de risques, un circuit bien identifié et un délai suffisant avant le voyage pour effectuer toutes les vaccinations désirées. Dans ces cas-là, c'est facile à condition de s'exercer et d'avoir un plan type de conseils systématiques et structurés dans la tête. C'est pour ça que cette soirée peut peut-être vous être utile. Par contre, les consultations plus complexes ou plus longues, ben, c'est quand ils partent à papa, maman et puis 4 ou 5 enfants. Hein, ça peut arriver, on les voit débarquer des fois, ça devient beaucoup plus compliqué. Ou alors quand il y a plus de 2 pays, voire les tours du monde, un itinéraire qui est peu précis. À ce moment-là, quand l'itinéraire est peu précis, on ne peut faire que des conseils généraux, mais pas très adaptés évidemment à ce qui suivra. Et puis les expatriés, parce que ça, ils vont rester longtemps, donc ils vont faire beaucoup de choses, il y a de multiples risques potentiels. Ils vont visiter les pays voisins, etc. Donc il faut y penser. Les humanitaires, parce que eux, alors ils partent demain, quoi.
Ça, ils viennent et puis ils sont déclenchés. Et puis hop, il faut très très vite pouvoir leur apporter le maximum. Ce qu'on appelle d'ailleurs souvent le last minute traveler. En métropole, il y a des centres où ils arrivent avec leurs valises, hein, dans le centre de conseil. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Évidemment, s'il y a une mauvaise condition physique du voyageur, une faible perception des risques, à ce moment-là, il faut parfois préparer en plusieurs consultations le conseil et demander de l'aide, voire adresser dans les centres de référence. Merci. Ça marche pas. Bon, bref. Bon, la vaccination des voyageurs. Donc avant tout, de votre patient, il faut s'assurer qu'il ait les vaccinations à jour, ces vaccinations du calendrier vaccinal local à jour. Donc diphtérie, tétanos, polio, plus ou moins coqueluche, la rougeole, l'hépatite B. Ça évitera déjà un certain nombre de maladies. Et après, il faut évaluer effectivement la vaccination en fonction de la destination, des risques que va encourir le voyageur, et donc sa situation, la saison, et aussi son statut vaccinal antérieur. Et après, il faut faire attention puisque certains vaccins seront obligatoires, il y aura des obligations administratives, et ces vaccins qui seront obligatoires devront être inscrits dans le certificat international de vaccination, c'est-à-dire le fameux carnet jaune. Attends. Ah, c'est bon. Ça. Voilà, donc ces vaccins en général c'est le RSI, c'est le règlement sanitaire international, c'est la fièvre jaune, mais ça peut être également la polio, on l'a vu récemment pour le Covid, et on peut aussi avoir des exigences particulières pour des pays d'accueil, par exemple le vaccin méningite pour les pèlerins se rendant au pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite, mais ça peut être très bien de la rougeole, la grippe s'il y a une alerte, une épidémie dans le pays, hein, donc Donc les vaccins, ça ne protège pas à 100%, c'est rare, mais par contre, il faut absolument que donc c'est pour ça qu'il faut suivre quand même les conseils d'hygiène de base, etc. Mais il faut aussi que les schémas vaccinaux soient terminés au moins 10 à 15 jours avant le départ, pour être complètement protégé quand on arrive dans le pays. Donc la fièvre jaune, c'est une maladie qu'on trouve en Amérique, dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Donc c'est un virus transmis par un moustique, l'Aedes aegypti, bien connu en Calédonie. Donc le vaccin, c'est le Stamaril, donc c'est un vaccin vivant atténué qu'on ne peut réaliser que dans les centres de vaccination internationaux. Donc c'est une vaccination en subcutanée et qui doit se faire au moins 10 jours avant l'arrivée dans le pays. Donc c'est une vaccination qu'on peut faire à partir de l'âge de 12 mois, voire 9 mois dans certaines conditions. Et c'est une dose à vie, mais dans certains cas, on peut faire une deuxième dose 10 ans après la première injection, si la vaccination a été faite chez l'enfant, chez la femme enceinte, chez des immunodéprimés, et aussi si la personne va dans un pays où il y a une épidémie, enfin une circulation active du virus. Donc les principales contre-indications, c'est l'allergie à l'œuf, c'est les immunodéprimés puisque c'est un vaccin vivant, et c'est des antécédents de dysfonctionnement du thymus. Voilà. Donc voilà le fameux carnet jaune. Donc la rage, on n'en a pas dans le Pacifique, on n'en a pas en Nouvelle-Calédonie. Par contre, on en a beaucoup, donc tous les pays en bleu foncé, donc l'Afrique, l'Asie, l'Inde, etc. C'est là où on a des cas de rage canine, mais également humaine. En bleu ciel, c'est là où il n'y en a plus que de la rage canine. Et les pays en rose foncé, c'est là où on a de temps en temps de la rage canine. Voilà. Donc la rage, c'est un vaccin inactivé. Donc on a le vaccin Rabic Pasteur, donc c'est 3 injections. Donc le schéma c'est J0, J7, J21, J28 ou J21 en intramusculaire. Et donc il existe un schéma accéléré chez l'adulte. Et donc il n'y a pas franchement. Donc c'est une vaccination en 3 doses. On n'a pas de dose de rappel. Par contre, c'est le jour où on se fait, on est exposé par morsure ou autre, qu'on aura 2 injections de rappel à ce moment-là. Donc l'encéphalite japonaise. Donc on voit, c'est en Asie du Sud-Est. En Indonésie, donc c'est un virus transmis par un moustique nocturne, le Culex. Donc c'est surtout dans les zones rurales, les rizières, les zones où il y a de l'élevage des oiseaux, saison des pluies. Donc on va vacciner quand les gens vont s'exposer dans ces endroits-là, quelle que soit la durée du voyage.
et notamment les expatriés. Donc c'est une vaccination par le vaccin IXIARO, donc c'est un vaccin, c'est un vaccin inactivé, donc en intramusculaire, et donc c'est une vaccination en 2 doses, J0, J28, avec un rappel à 12 ou 24 mois si l'exposition se prolonge. Donc l'encéphalite tactique, donc c'est plutôt l'Europe du Nord, l'Europe centrale, enfin l'Europe de l'Est. Donc l'encéphalite tactique, c'est un virus, ne pas confondre avec la maladie de Lyme. Et donc c'est des vaccins inactivés, donc on en a 2, le Ticovax et l'Encepur. C'est des injections en intramusculaire. Et donc c'est une transmission par morsure de tique ou par alimentation, enfin à base de lait cru. Et c'est plutôt les zones rurales ou boisées, mais donc à une altitude basse. Mais il faut voir qu'on a plein de pays. On voit en Europe l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, etc. L'Italie. Enfin, il y a plein de pays d'Europe. Donc c'est pas. Voilà. Donc l'injection, donc les Ticovax, c'est une injection à partir de 1 an. Et l'Encepur à partir de 12 ans, et c'est des primo-vaccinations en 3 doses. Et après, à une dose de rappel au bout de 3 ans, et après tous les 5 ans ou tous les 3 ans en fonction de l'âge, si l'exposition perdure. Donc le choléra, donc c'est certains pays d'Afrique, enfin les pays peuplés, la Chine, l'Inde. Donc c'est un vaccin inactivé, le Dukoral, donc c'est par voie orale. Et donc, c'est des vaccins qui sont recommandés uniquement pour les personnes qui interviennent auprès des malades dans les camps choléra, dans les humanitaires ou le personnel de l'ONU. Et donc, on peut vacciner avec ce vaccin à partir de l'âge de 2 ans. Et donc, en fonction de l'âge, c'est 2 ou 3 doses à un intervalle d'1 semaine. Et si on dépasse de plus de 6 semaines entre les doses, on est obligé de recommencer le schéma à 0. Et après, il y a des rappels à 6 mois pour les petits, à partir de tous les 2 ans, pour les rappels après si l'exposition perdure. Donc l'hépatite A, donc principalement l'Afrique, l'Inde, Pakistan, Afghanistan, etc. Mais on le voit qu'il y a un peu partout, en Asie, en Amérique du Sud. Donc les vaccins, on en a plusieurs, c'est des vaccins virus inactivés. Donc on a la Vaxim, l'Avrix et le Vacta. Donc on a des vaccins adultes et des vaccins pédiatriques. Donc c'est des vaccins en intramusculaire. Et donc c'est recommandé à partir de l'âge de 1 an. Donc dans les pays à faible niveau d'hygiène. Et donc c'est une vaccination qui va avoir fini 15 jours avant le départ, si on va être protégé. Et donc c'est une injection et après on a un rappel entre 6 mois, 1 an, on peut aller jusqu'à 5 ans, 3 ou 5 ans suivant le vaccin. Mais même si c'est fait plus tard, on rattrape pas forcément. Après il suffit de faire une sérologie quelques mois plus tard pour voir si on est couvert. Mais ça c'est pour le long terme. Si on va être protégé longtemps, il faut faire ces 2 doses. Et c'est un vaccin qui est donc soit tout seul, soit il peut être combiné avec le vaccin typhoïde, donc c'est le Tiavax, ou soit le vaccin hépatite B, c'est le Twinrix. Donc quand c'est le Tiavax, le vaccin typhoïde, on ne le refait pas, mais par contre il faut faire sa 2e dose. Dans ce cas-là, on fait la 2e dose avec un vaccin de hépatite A seul. Et pour le Twinrix, on est obligé de faire avec le même vaccin les 3 doses par contre. La typhoïde, donc la typhoïde, il y en a un peu partout, mais principalement en Indonésie, en Asie, en Inde. Donc là, pareil, c'est un vaccin inactivé, donc le Tifim, donc en intramusculaire ou en sous-cutané. Et donc, il peut être combiné, donc on l'a vu avec l'hépatite A. Donc, on peut le faire à partir de l'âge de 2 ans. À partir de 16 ans, s'il est combiné avec l'hépatite A. Donc, c'est un vaccin qui va vous protéger pendant 2 à 3 ans. Après, si vous êtes à nouveau exposé, ce sera une nouvelle revaccination qui vous protégera. Donc plus on se vaccine dans le temps, plus l'efficacité diminue un petit peu, plus on fait de doses. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les réserver vraiment dans les cas à risque, dans les zones à risque. Et par contre, c'est une efficacité de l'ordre de 50 à 65% uniquement contre la salmonelle typhi, et ça ne marche pas contre les salmonelles pour les paratyphoïdes. Donc le méningocoque, donc des infections invasives à méningo, c'est au niveau de la ceinture à méningocoque, donc dans l'Afrique subsaharienne, qui va du Sénégal jusqu'en Éthiopie. Donc pendant la saison sèche, c'est-à-dire de décembre à juin. Et donc là on a plusieurs vaccins, donc c'est des vaccins inactivés conjugués, donc on a l'Imenrix, le Menveo ou le Mencatfi.
donc en intramusculaire. Hein, donc on peut changer les rappels avec l'un ou l'autre. Et donc c'est un vaccin qui est recommandé donc dans les zones d'endémie, mais également recommandé aux voyageurs qui vont travailler dans les camps, bien sûr, et ou en contact étroit avec la population. Et c'est un vaccin qui peut être obligatoire, je vous ai dit tout à l'heure, pour les pèlerinages à la Mecque. Et par contre, donc c'est un vaccin qu'il faudra inscrire dans le carnet jaune, hein, le carnet fièvre jaune. Mais sur ce certificat, il faudra préciser que c'est bien un vaccin conjugué. Si on précise ça, la validité du vaccin sera de 5 ans. Si on oublie de préciser que c'est un vaccin conjugué, la validité de la vaccination sera valable que 3 ans. Donc on a le Niemann-Rix qui peut se faire à partir de 6 semaines, le Menquadfi à partir d'1 an, et à partir de 2 ans, on a le Menveo qui se rajoute. Donc c'est une injection, donc sauf chez les petits nourrissons, et après c'est un rappel à 12 mois, enfin 1 an pour les 11 mois, et tous les 5 ans pour les plus grands. Alors la polio. Donc la polio, il existe 3 virus, le type 1, 2, 3. Donc au niveau sauvage, hein, le virus sauvage, il a été éradiqué pour le type 2 et 3. On sait qu'il y a un gros programme d'éradication de l'OMS, hein, que ce soit pour la polio ou la rougeole, depuis plusieurs années. Donc là, on y est presque. Donc le virus sauvage, il reste plus que le type 1, qui se trouve actuellement qu'en Afghanistan et au Pakistan. Donc nous, on a la chance, on a un vaccin polio inactivé, donc injectable, qui va vous protéger contre les 3 types de virus, mais qui ne vous donnera pas la maladie. Vous ne pourrez pas l'attraper. Par contre, il y a un deuxième vaccin qui est efficace, hein, très efficace, c'est un vaccin oral, mais c'est un vaccin vivant. Et lui, malheureusement, il va protéger plein de gens contre la polio, mais il va pouvoir entraîner parfois quelques cas de polio dû à la souche vaccinale chez des gens qui sont peut-être un peu immunodéprimés ou autres. Et donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des pays où on a une circulation de polio post-vaccinale, qui soit de type 1, 2 ou 3. Donc c'est pour ça que l'OMS a classé. Donc pourquoi on ne vaccine pas tous les gens avec des vaccins injectables, hein, ce qui résoudrait le problème, c'est parce que le vaccin injectable est beaucoup plus cher que le vaccin oral. Donc maintenant, les programmes d'OMS essayent qu'au moins les gens dans ces pays-là aient au moins une dose de vaccin injectable avec d'autres vaccins par voie orale. Donc l'OMS a trié les pays en 3 types. Hein, donc les pays de A, donc c'est les pays où circule encore le virus sauvage, hein, donc le type 1, et aussi où il y a les virus de souche vaccinale de type 1 et 3. Après, les états 2, les pays classés en B, c'est les pays où circule encore le virus polio vaccinal de type 2. Et après, le C, c'est les pays où il ne circule plus ni le virus sauvage, ni le virus post-vaccination, mais où il y a encore un risque, ils sont vulnérables encore, donc ça risque encore une introduction. Donc ces pays-là peuvent parfois exiger une vaccination à l'entrée dans leur pays pour pas qu'on leur ramène le virus. Et par contre, les pays qui sont classés dans le A ou le B, si vous faites un séjour de moins de 4 semaines, il faudra juste que vous soyez vacciné selon votre schéma vaccinal de votre pays. Par contre, si vous faites un séjour de plus de 4 semaines, ils exigeront une vaccination polio de plus de 4 semaines et de moins de 12 mois. Et par contre, si en plus dans le pays classé en A, vous restez plus d'1 an, on exigera une nouvelle vaccination polio au moins 1 mois avant le départ. Tout ça pourquoi? Parce que si vous êtes vacciné, vous n'attraperez pas la polio, mais par contre vous pourrez être porteur sain de la polio, hein, via votre tractus intestinal, et vous risquez de réintroduire le virus dans d'autres pays. D'accord? Donc la leptospirose, donc c'est un vaccin inactivé, donc le spirolette, c'est un vaccin qu'on injecte en sous-cutané. Donc par contre, il va être actif contre le leptospirose interrogans, donc le sérovar ictéro-hémorragique, principalement transporté par le rat. Et en Calédonie, par exemple, c'est à peu près 40 à 60% des souches chez les cas de leptospirose en Calédonie. Et donc on va le recommander éventuellement pour les gens qui vont aller dans ces pays-là et qui vont faire des activités d'eau douce, canyoning, baignade, canoë, etc. Et donc la vaccination, c'est quoi? C'est une primo-vaccination en 2 doses, J0, J15, avec un rappel 4 à 6 mois après, et après tous les 2 ans si l'exposition persiste.
Donc bon, ça c'était un résumé pour les femmes enceintes. Et après, les vaccins du voyageur sont remboursés en Calédonie, à 40% par CAFAT et le reste par Go Mutuelle, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays, dans la métropole par exemple. Voilà, c'est fini. Bonsoir à tous. Donc moi je suis pas médecin, je suis entomologiste médical, donc je m'intéresse à tout ce qui est insectes et arthropodes qui peuvent poser des problèmes à l'humain. Donc je travaille à la DAS depuis 2018 et donc je vais vous présenter un petit peu, je ne vais pas vous faire un cours d'entomologie, on va plutôt parler de risques, je vais essayer d'être assez clair à ce niveau-là. On a surtout finalement deux catégories d'arthropodes à risque. On a les... Est-ce qu'il y a un pointeur? Il y a les arthropodes hématophages, donc qui piquent pour se gorger de sang. Généralement, c'est les femelles, mais pas toujours. C'est généralement pour faire des œufs. Mais on oublie souvent les insectes urticants ou entraînant une envénimation. Et majoritairement, parmi les arthropodes hématophages, c'est souvent ce qu'on appelle les diptères. Donc, les diptères, c'est les insectes qui ont une paire d'ailes actives et des petits balanciers, typiquement les mouches, mais également les moustiques. On a également des punaises. Il y a la punaise de lit, je vais faire un petit point là-dessus parce que c'est toujours un peu l'angoisse pour les gens, mais pas que, il y a d'autres punaises qui prennent du sang. Les poux, classiquement, et également les tiques. Et pour les autres, on a les hémiptères, donc guêpes, abeilles, évidemment qui piquent, mais pas que non plus. On a quelques papillons également qui peuvent poser des problèmes. On va voir ça ensemble. Donc comme je vous le disais, ça peut paraître assez anodin, une piqûre de guêpe, mais concrètement, il y a des gens qui sont allergiques. Donc c'est important de leur demander avant qu'ils voyagent s'ils ont des allergies par rapport au venin d'insectes. Quelqu'un qui se promène en pleine forêt amazonienne, vraiment loin, et qui se fait attaquer par un essaim de guêpes, c'est pas toujours très sympa, ça peut être assez risqué finalement. Et pour les lépidoptères, il y a une maladie qui est assez peu connue, qui s'appelle la papillonite, qui sévit essentiellement en Amérique du Sud. En Guyane, ça pose des gros problèmes. Ça entraîne, en fait, c'est des papillons nocturnes qui sont attirés par la lumière, qui parfois se retrouvent par centaines, voire milliers, autour des lampes le soir. Donc si on est assis dessous, ces charmants papillons nocturnes relarguent des écailles, des épines en fait dans l'air, qui sont extrêmement urticantes. Donc les gens qui ne le savent pas s'assoient sous la lumière et peuvent être... ça peut fortement gâcher un séjour quand même, ce genre de choses. Donc les conseils, c'est évidemment des vêtements amples et couvrants. Là, insecticide, ça ne va pas servir à grand-chose. Et ensuite, les chenilles processionnaires, je pense que tout le monde connaît. Les mesures à tenir, c'est évidemment de se tenir à distance et de porter des vêtements également amples et couvrants et surtout de les laver au retour de la sortie. Globalement, hors insectes hématophages, c'est surtout ça. Pour les arthropodes hématophages, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certains sont des vecteurs de maladies. Il y en a beaucoup qui sont uniquement nuisants, mais la nuisance par les piqûres d'insectes, ça peut être également assez compliqué lors d'un voyage. Donc on va les voir un petit peu plus dans le détail. Je les ai catégorisés par deux types de risques. Le risque en journée, finalement, et le risque nocturne par rapport à ces arthropodes. En journée, les plus connus, c'est les moustiques. On en a plein ici en Calédonie. Vous connaissez tous Aedes aegypti, je pense, pour le territoire. Donc, en journée, c'est surtout les Aedes, le genre Aedes aegypti. En France, on a Aedes albopictus. C'est surtout ce genre-là qui pique en journée les gens. Et qui sont d'excellents vecteurs de la dengue, Zika, chikungunya, fièvre jaune et certaines filaires. On a d'autres insectes qui peuvent causer des nuisances extrêmes, vraiment extrêmes, qui s'appellent les pticulicoïdes. C'est des tout petits insectes qui peuvent se retrouver par nuées de plusieurs centaines de milliers. Et ça peut être assez problématique également. Dans des régions plus particulières, on a les glossines en Afrique tropicale, il ne faut pas l'oublier quand même, qui sont des vecteurs de la maladie du sommeil. Et les tans en Afrique de l'Ouest, vecteurs de l'Oaloa. Et en journée, évidemment, les tiques, on en a parlé, il y a Lyme, entre autres, mais pas que. Les tiques, c'est des vecteurs d'énormément de pathogènes. Et on a des rickettsioses qui sont cosmopolites dans le monde entier, Lyme en zone tempérée de l'hémisphère nord, et diverses arboviroses.
En termes de protection en journée, donc la protection personnelle antivectorielle, c'est essentiellement les vêtements couvrants et l'utilisation de répulsifs cutanés, évidemment. Auparavant, on conseillait parfois d'avoir des vêtements imprégnés d'insecticides. C'est plus recommandé aujourd'hui. Ça n'a pas fait preuve d'efficacité finalement. Et les répulsifs cutanés, il vaut mieux les prendre en lotion plutôt qu'en spray. C'est plus facile à appliquer, on l'applique mieux. En spray, en plus, c'est pas terrible c'est pas terrible à inhaler. Voilà, évidemment, il y a les vaccins dont Anne a parlé, vaccination contre la fièvre jaune, l'encéphalite attique. Et les tirs-tiques, ça doit faire partie des recommandations à donner aux voyageurs parce que les pinces à épiler, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tique, si vous l'arrachez mal, elle peut régurgiter en vous, en fait. Et du coup, si elle porte des pathogènes, c'est pas terrible non plus. Alors qu'avec un tire-tique, c'est très facile à enlever. Et du coup, on s'épargne pas mal de risques. Je vais passer aux risques nocturnes. Donc, les risques nocturnes, c'est d'autres moustiques, c'est pas les Aedes, c'est essentiellement les anophèles qui sont des vecteurs de paludisme et de filariose lymphatique en zone tropicale. Donc, Martine, tu vas parler après du paludisme, donc ça tombe très bien. Et des moustiques du genre Culex, qui sont des vecteurs d'herbovirus tels que West Nile virus, l'encéphalite japonaise, on en a parlé. Virus West Nile Ross River en Australie. Et c'est des moustiques qui évoluent en zone tempérée et qui sont d'excellents vecteurs, notamment en Asie. Tout autre insecte, les phlébotomes, pareil, c'est des tout petits moucherons, c'est pas des moustiques. Ça doit faire 1 mm, 1 mm d'envergure, c'est pas très grand. Qui sont d'excellents vecteurs de leishmaniose et de bartonellose, qu'on retrouve sur tout le pourtour méditerranéen globalement, en Amérique du Sud et centrale, en Afrique, Moyen-Orient et dans le sous-continent indien, en Asie centrale et du Sud. Donc c'est une vaste répartition géographique. Il faut surtout conseiller aux voyageurs qui partent dans ces régions d'éviter les lampes frontales la nuit, parce qu'en fait ça attire énormément ces petits moucherons qui du coup viennent sur vous de façon assez acharnée. Et de conseiller de ne pas uriner en extérieur de nuit avec une lampe frontale. C'est pas une blague, ça peut... Voilà, une leishmaniose cutanée mal, ça arrive assez régulièrement, notamment les militaires. On a des simuli, qui sont des vecteurs de l'onchocercose en Amérique du Sud et en Afrique tropicale. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des punaises aussi également qui piquent. Et en Amérique du Sud et en Amérique latine, on a des punaises de la sous-famille des triatominés, qui sont des vecteurs de la maladie de Chagas, essentiellement en milieu rural. Le problème, c'est que parfois les voyageurs ils vont dormir chez l'habitant et dans ces régions-là, parfois les habitations n'ont pas les murs lisses. Il y a énormément d'infractuosité. Et ces punaises qui peuvent être très grosses se cachent et on ne les voit pas. Et en fait, la nuit, elles viennent nous piquer et on ne s'en rend pas compte en fait. Donc, pour les risques nocturnes, c'est les mêmes protections, vêtements couvrants, moustiquaires imprégnés. Moustiquaires imprégnés, c'est très important. C'est beaucoup plus efficace qu'une moustiquaire non imprégnée, évidemment, notamment en zone palustre. C'est indispensable en zone palustre. Et l'utilisation des répulsifs cutanés. On a la chimioprophylaxie antipaludique, dont Martine parlera un petit peu après. Et ne pas oublier également la vaccination contre l'encéphalite japonaise dont avait parlé Anne juste avant. Donc pour les punaises de lit, charmantes bestioles, donc c'est pas un vecteur, cet insecte-là, ça ne transmet pas de maladie. Par contre, ça peut entraîner des nuisances vraiment très importantes pendant le voyage, mais surtout au retour à domicile. Donc souvent les gens ne savent pas forcément ce qui les pique chez eux, ils pensent que c'est des moustiques. Donc ils traînent à consulter. Souvent ils ne vous expliquent pas forcément qu'ils ont voyagé. Mais en gros, si vous avez des patients qui ont des piqûres en ligne, c'est assez caractéristique quand même. C'est des piqûres groupées et en ligne. À l'inverse des moustiques, les moustiques c'est aléatoire sur le corps. Ça peut être un signe d'infestation par des punaises de lit, surtout s'ils ont voyagé dans les semaines, voire mois avant la consultation. Donc là, évidemment, c'est au retour du voyage. Mais le mieux, concrètement, en Calédonie, ce serait de nous contacter. N'hésitez pas, si vous avez des patients pour lesquels vous suspectez une infestation par les punaises de lit, vous nous contactez, on mettra en œuvre un protocole en fait. D'une, en accord avec leur lieu de vie, et deux, avec l'entreprise de désinsectisation qui ne sont pas toujours efficaces.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était assez rapide, je pense. Je vous remercie. Ah, ça, c'est le gros morceau pour moi. Bon, alors. Donc, ce qu'on appelle la CPAP, c'est la chimioprophylaxie antipaludique. Le problème, c'est quand est-ce qu'il faut la prescrire. Alors, je vais vous faire 4 rappels pour essayer que vous compreniez bien ce qui nous pousse à conseiller de prendre ou pas une CPAP. Alors, déjà, premier rappel, moi je suis sûre que vous savez tout, mais bon, ça fait rien. Donc, il s'agit d'un parasite qui transmis par un moustique nocturne, l'agent du paludisme. Et quand on dit nocturne, c'est pas quand je vais me coucher, c'est du coucher du soleil au lever du soleil. Ça, c'est vraiment très important. Il ne suffit pas de se protéger juste quand on va dormir. C'est vraiment dès que le soleil se couche jusqu'au lever du soleil. Alors, dans ces parasites, on appelle ça des plasmodiums. Alors, il y en a 4 qu'on connaît classiquement. C'est le Plasmodium falciparum. Donc, vous voyez, en abrégé, c'est PF, là. Plasmodium vivax, malarié et ovalé. Ça, je pense que tout le monde le connaît. Et alors ça, en plus, le réservoir principal de ces plasmodiums, c'est les êtres humains. Et vous voyez qu'il y a transmission d'un humain à un autre via un moustique à activité nocturne préférentielle qu'on appelle les anophèles. Donc voilà, c'est un cycle comme ça. Mais depuis, on en a découvert d'autres, mais dont les réservoirs sont plutôt animaux, notamment certains singes. Donc je vous parlerai que de celui-là, c'est le Plasmodium knowlesi, qu'on a longtemps sans doute confondu avec le Plasmodium malarié. Et on a décrit les premiers cas en 1956. Et en fait, il y a eu des cas, des petites épidémies en Indonésie, enfin dans l'île de Bornéo. Et le problème de ce plasmodium, c'est que c'est rare, mais ça peut être grave et c'est une des causes de mortalité par paludisme. Et donc, ce sera une des cibles de la chimioprophylaxie contre le paludisme. Bon, alors, depuis, il y en a eu d'autres aussi, mais je pense qu'on n'a pas fini d'en découvrir encore. Toujours est-il que les 5 là dont je vous ai parlé, ces 4 là plus celui-là, c'est important de connaître leur existence. Et la majorité des crises graves de paludisme sont dues, quand je dis crise grave, c'est on peut mourir de ces crises, sont dues à falciparum et à knowlesi. Voilà, donc ça c'est le premier rappel. Le deuxième, c'est le cycle du parasite. Alors je vais essayer de pas trop m'étendre, mais bon. Imaginons un moustique indemne de paludisme. Il pique un porteur de paludisme au moment où il y a dans son sang une forme particulière du cycle du parasite qui sont les gamétocytes. Il va prendre du sang et il va y avoir un développement du parasite dans son estomac et ça va se développer dans le moustique jusqu'à ce que ça infecte ses glandes salivaires. Et quand ce moustique est à ce stade où les glandes salivaires du moustique sont infectées par les plasmodiums, eh bien, la prochaine fois qu'il va piquer donc un autre être humain pour pouvoir prendre son sang parce que ça va servir à la maturation de ses œufs, il va malheureusement en même temps, il va y avoir un peu de salive du moustique qui va aller dans le corps humain, dans le corps de l'individu piqué. Et à ce moment-là, il va y avoir ces plasmocytes qui sont à ce stade-là, qui vont entrer dans cette victime. Là, c'est le moustique victime, et là, c'est le... Bon. Et donc, alors, tous les plasmodiums vont avoir un trajet dans cet individu, dans l'être humain, qui va passer par le foie. Ça va aller dans le foie, ça va continuer un petit peu sa différenciation, et puis ça va aller dans le sang, et ça va aller coloniser les globules rouges, et c'est là où les parasites vont se multiplier dans les globules rouges, voilà, sanguins. Et quand le globule rouge il est plein, moi je simplifie, mais c'est pour faire comprendre, quand les globules rouges sont complètement infestés de parasites, ils vont éclater. Et hop, ça va aller coloniser un autre globule rouge, etc., etc. Et au moment de l'éclatement du globule rouge, ça libère une substance qui va donner de la fièvre.
Voilà. Alors au début, c'est complètement désynchronisé, et puis au bout d'un certain nombre de temps, ça va se synchroniser, et ça va donner les fièvres tierces, cartes, etc., qu'on connaît. Mais certains de ces parasites, certains sous-types de plasmodium, ne font pas que traverser le foie. Alors, falciparum et nolésie, les plus graves, là, ils ne font que traverser le foie. Mais vivax malariae, ils vont planquer des parasites dormants dans le foie. C'est ce qu'on appelle les hypnozoïtes. Donc, il faut bon, ça c'est voilà. Et alors attendez, ces fameux hypnozoïtes là, c'est ceux qui dorment, hein, les hypnozoïtes. Là, c'est un sanctuaire hépatique. Pourquoi? Parce que les traitements de prévention du paludisme que l'on prend, ils vont être actifs sur les formes circulantes dans le sang de parasites, mais pas dans le foie. Il faut donc bien comprendre que tant qu'on va être sous traitement préventif, ça va tuer les formes circulantes de parasites si on a été infesté. Mais comme ça ne rentre pas dans le foie, la molécule, le médicament, eh bien, ces hypnozoïtes, une fois qu'on a arrêté le traitement préventif et qu'on rentre chez soi, etc., il peut y avoir, s'il y a eu des hypnozoïtes dans le foie, c'est-à-dire vivax malariae, eh bien, on pourra refaire des crises à distance. D'accord? Donc, le but du traitement préventif, ce n'est pas de ne pas faire de crise, c'est de ne pas faire de crise grave. Mais il faut être conscient que si on a été infesté par vivax et malariae, on pourra faire d'autres crises après, quand le traitement préventif sera terminé. Donc, ah non, alors j'ai dit malariae, mais excusez-moi, je me suis trompée. Donc, ces hypnozoïtes, là, on le voit que chez Ovalé et Vivax. Voilà. Et malariae, ça donne aussi des récidives, mais on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, s'il y en a un qui sait pourquoi, il me le dit. Voilà. Troisième rappel, l'immunité conférée par l'infection. Alors, souvent, les gens vous disent « Ah, mais moi, j'ai l'habitude, de toute façon, j'ai déjà fait des crises, donc je suis immunisé. » Ben non. L'immunité post-infection, elle est partielle et non durable. Donc, c'est pas parce que vous avez déjà fait du palu que vous n'en referez pas. Une notion importante, c'est que les plus à risque de faire une infection de paludisme, ce sont les fameux VFR dont je vous ai parlé tout à l'heure, les voyageurs retournant au pays, puisqu'ils ont perdu leur immunité. C'est surtout des personnes issues d'Afrique subsaharienne. Et ça représente, vous voyez, les VFR, 88,5% des cas de paludisme importés en France en 2021. Ceux qui sont à risque de faire des crises graves et donc des décès de paludisme, alors ça c'est vraiment la cible de la prévention, hein. Les personnes âgées, les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes. Donc c'est pour ça qu'une femme enceinte qui veut aller en zone d'impaludé, ça pose vraiment des problèmes. Les immunodéprimés, les splénectomisés, et puis les personnes qui ont aussi de lourdes comorbidités. Alors, rappel numéro 4, ça va aller vite. Je vous ai dit que les globules rouges, ils éclataient de façon désynchronisée au départ. Et donc la fièvre est un peu anarchique au début. Vous voyez, ça c'est les crises. Là, ça c'est l'incubation, puis les crises au début c'est un peu anarchique. Et ça ressemble souvent à un embarras gastrique fébrile. Donc en fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que s'ils ont de la diarrhée ou un embarras gastrique, d'accord, des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, il faut qu'ils prennent leur température. Ça peut être un paludisme, hein. Voilà, donc trousse à pharmacie égale thermomètre. Ça c'est impératif. Parce que c'est pas comme ça, ou voilà. Alors, une fois que ça se synchronise, là, les globules rouges là, qui éclatent, et bien, vous voyez que ça donne après des pics de fièvre. Voilà. Et évidemment, ça peut aller de la simple crise jusqu'au décès. On décède par insuffisance rénale aiguë, neuropalu, détresse respiratoire, anémie grave. Alors, l'OMS dit que la prévention du paludisme pour les voyageurs, c'est ABCD. A, c'est awareness, B, bite, C, chimioprophylaxie, D, diagnosis. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire A, se renseigner s'il y a du paludisme dans la destination où je vais, ben ça c'est OK, être au courant. B, toujours, c'est bite, c'est la protection physique, quel que soit le type de voyageur, c'est toujours se protéger contre les piqûres de moustiques, sachant que c'est une protection personnelle antivectorielle nocturne, du coucher du soleil au lever du soleil. Ensuite, parfois, s'il y a un risque plus important, évidemment on donne un traitement préventif. Et le D, c'est diagnostic, c'est-à-dire que s'il y a de la fièvre, il faut consulter. Alors, être au courant de savoir si là où on va, il y a du paludisme, eh bien, il y a des tas de sources de données, bien sûr.
Alors, il faut surtout penser à l'Afrique subsaharienne, sachant que les zones à risque hors Afrique, c'est 1000 fois moins de risques. Alors, on retrouve évidemment l'Amazonie, certains foyers d'Asie du Sud-Est et l'Inde. Alors, vous avez donc des recommandations du voyageur, un document qui est produit chaque année, qui est téléchargeable en PDF, où vous allez retrouver, vous voyez, par pays, les zones à risque et les recommandations. Alors, j'ai mis ça parce que vous allez tous poser la question. Et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous voyez que Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'argumentaire, c'est que falciparum, c'est 73,5%. Donc là, bien sûr, comme c'est les deux cibles, les deux risques de crise grave, c'est falciparum et nolésie, et bien là, il n'y a pas à tortiller. Hein. C'est oui. Prophylaxie, chimoprophylaxie. Vivax, moins. Vous voyez que Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce qu'ils disent? Protection personnelle antivectorielle et chimoprophylaxie. Salomon, il y a un peu moins de falciparum, mais qu'est-ce qu'ils disent? Oui, pareil. Vanuatu, alors là, ils disent Vivax prédominant. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, ils disent simplement protection personnelle antivectorielle et consultation au retour s'il y a de la fièvre. Bon, le B, ça vous connaissez, la prévention contre les piqûres de moustiques nocturnes, c'est surtout la moustiquaire imprégnée de préférence, parce que si vous dormez le bras contre la moustiquaire qu'elle n'est pas imprégnée, eh ben, le moustique il va vous piquer au travers. Donc dès la tombée du jour, donc la prophylaxie, l'objectif de ce que je vous ai dit, c'est l'objectif de traitement préventif, c'est de ne pas mourir d'une crise grave. Je vous rappelle ceux qui sont à risque d'une forme grave. Alors, ça c'est pour vous rappeler que ça n'agit que dans les parasites qui circulent dans le sang, ne pénètrent pas dans le foie, donc les hypnozoïtes niet. On a 3 types de chimoprophylaxie en France, le lariam, la malarone, la doxycycline. Le lariam chez l'adulte donne plus d'effets secondaires, donc on ne le met jamais en première intention. Par contre, chez l'enfant, et c'est une fois par semaine, donc c'est pratique, mais on le donne plus facilement chez les enfants parce que c'est une fois par semaine et que pour une expatriation, je ne sais pas, une longue durée, c'est plus facile. Mais toute personne qui est sous lariam doit avoir une petite carte qui dit qu'elle est sous lariam. Donc du coup, on va cibler plutôt malarone ou doxycycline. Donc ils sont tous aussi efficaces. Hein. On le donne un comprimé, alors un comprimé par jour jusqu'à 1 semaine après le retour, et là c'est 4 semaines après le retour. Donc là c'est un peu plus long, mais c'est pas cher. Voilà. Donc les zones sans risque, c'est les pays sans palu, bien sûr. La stratification des risques. Pas de risque, c'est les pays sans palu, ou les pays avec paludisme, mais en altitude, puisqu'on sait que les moustiques ne volent pas très haut. Donc plus de 1500 mètres en Afrique, c'est sans risque. Plus de 2500 mètres en Amérique du Sud et en Asie, c'est sans risque. Ou alors les pays avec palu, mais en zone urbaine, surtout en Asie et en Amérique tropicale. Le risque faible, c'est là où il y a surtout du vivax, comme ce que je vous disais. Les zones urbaines en Afrique et un séjour conventionnel. Alors qu'est-ce qu'ils appellent séjour conventionnel? C'est un séjour court, moins d'1 mois, majoritairement urbain, avec quelques nuits seulement en zone rurale, avec un hébergement correct en hôtel ou en maison. Et qu'est-ce que c'est qu'un risque plus élevé? Bien sûr, ce sont les zones avec falciparum nolésie. Les zones à risque élevé, bon ben, c'est dans le BEH, hein, que le document en PDF là. Et le risque plus élevé, c'est aussi les séjours non conventionnels, avec au moins un critère parmi ça, une durée longue, un voyageur à risque, c'est-à-dire, voilà, vous avez la liste là, un nombre élevé de nuitées en zone rurale, un hébergement précaire, tente, hamac, habitation non protégée, les zones de collines forestières en Asie du Sud-Est, la saison des pluies, puisque ça pullule, c'est facteur de pullulation de moustiques, et jusqu'à 6 semaines après la fin de la saison des pluies, et une zone de forte transmission de paludisme. Ici, vous trouverez dans ce fameux BEH, que je vous conseille de regarder, un tableau qui essaye de faire la synthèse entre tout ça. Là, vous avez les zones, les grandes zones du monde et les types de séjours. Et là, ils vous disent si c'est protection personnelle antivectorielle plus consultation si fièvre, CPAP ou pas de CPAP, etc. Et le diagnostic, la dernière partie, c'est le D de l'OMS. Là, eh bien, faut savoir que la prévention, elle ne marche pas à 100%. Donc, il n'y a pas de prévention absolue. Et donc, on dit aux gens que s'ils ont de la fièvre,
pendant le séjour ou après, il faut consulter dans les moins de 12 heures. Et comme 3% des palus ont lieu, les crises de palus ont lieu plus de 2 mois après le retour, toute fièvre dans les 3 mois suivant le retour d'une zone d'endémie doit être considérée a priori comme pouvant être d'origine palustre. Merci. Un vaste programme. C'est bon. Donc la tourista, c'est une diarrhée aiguë avec plus ou moins des nausées, vomissements, crampes abdominales, fièvre, et ça survient pendant le séjour ou dans les 7 jours après le retour. Donc souvent c'est une évolution simple en 1 ou 3 jours, mais parfois ça peut être sévère chez les personnes à risque, c'est-à-dire les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, ou si on a des glaires ou du sang dans les selles. Donc ça peut toucher jusqu'à 30 à 70% des voyageurs, avec un impact plus ou moins important. Donc ça peut aller jusqu'à 25% sur les activités, 15% seront alités, 1% seront hospitalisés, et il peut même avoir des séquelles post-infectieuses, un type de syndrome de Guillain-Barré, des arthrites, des insuffisances rénales, des intestins irritables, souvent avec des bactéries. Et en plus, un voyageur peut faire plus d'un épisode de tourista pendant ses vacances, puisqu'il n'y a pas d'effet protecteur. Donc là, une évaluation 1 an à Katmandou, en moyenne 3 à 4 épisodes de gastro. Donc l'immunité, elle va se développer de façon progressive. C'est-à-dire que là, on avait une étude qui s'était faite au Venezuela, donc chez les Américains. Donc au départ, dans le premier mois, jusqu'à 40% des voyageurs étaient atteints de diarrhée. Et par rapport aux Américains qui étaient installés dans le pays, donc là il n'y avait plus que 20%, et par rapport aux autochtones qui eux sont à peu près à 10-12%. Et par contre, cette immunité, on la perd. Si on quitte le pays à risque, le pays sous-développé, on va perdre son immunité, et si on retourne après dans ce pays, on va se recontaminer, mais de façon moindre, puisqu'on sera plus touché que dans autour de 20%. Ce qui est quand même moins que le primo arrivant, mais plus que l'autochtone. Donc les diarrhées du voyageur, il y en a 3 types. Elles sont classées par les diarrhées aiguës. Donc c'est une diarrhée qui va durer entre 0 et 14 jours. C'est la majorité, 96% des diarrhées. Elles peuvent être persistantes, donc en moyenne de 15 à 30 jours. Et elles peuvent être chroniques, supérieures à 30 jours. Donc ces diarrhées, et les agents infectieux, ça va être soit des bactéries, soit des virus, soit des parasites. Donc la majorité des cas, c'est des bactéries, 60 à 80%. Donc essentiellement des Escherichia coli, des Shigella, Salmonellose, Vibrio, etc. Les virus, c'est entre 10 à 20%, donc norovirus, rotavirus, astrovirus, et les parasites, 5 à 10%, donc giardia, amibes, cryptosporidium, etc. Attention aux diarrhées fébriles, ce qu'on vous a dit, ça peut être du palud, ça peut être de la typhoïde. Donc les zones à risque, elles sont en 3 zones. Donc là, les pays à faible risque, donc c'est les pays développés, donc les USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Europe du Nord, Europe de l'Ouest. Les pays intermédiaires, c'est l'Europe de l'Est, l'Afrique du Sud et certaines îles du Caraïbe. Et après, les zones élevées, jusqu'à 55% de risque, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, le Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc les facteurs de risque, bien évidemment, c'est le terrain. Si les gens ont une faible acidité gastrique, par exemple, avec des traitements ou porteurs de VIH, ils ont plus de risques de faire des gastro. La destination, donc en fonction de ces 3 zones. Le mode de tourisme, donc effectivement, celui qui est avec son sac à dos, qui dort à la Belle Étoile, a plus de risques que celui qui mange un peu n'importe où, a plus de risques que celui qui est dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, bien que le risque n'est pas nul non plus dans ces hôtels-là. Et donc les risques, on pense toujours aux boissons, mais en fait les risques sont supérieurs avec les aliments par rapport aux boissons. Donc attention aux plats réchauffés, aux boissons mixées, au laitage. Et aussi le risque est lié à la saisonnalité, donc il y a plus de risques l'été, les saisons des pluies, les post-moussons. Et aussi attention à ceux qui vont manipuler les aliments,
si ce n'est pas vous, parce que là-bas, dans ces pays en voie de développement, il y a un manque de formation des gens qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels. Il y a souvent des problèmes d'approvisionnement de l'eau, des coupures d'eau, donc pas d'eau pour se laver les mains, peut-être pas d'eau non plus pour laver les fruits et les légumes. Et il peut y avoir des interruptions d'électricité, donc les frigos qui ne marchent pas forcément, attention à la chaîne du froid, et aussi les insectes, les mouches, les cafards et autres bestioles. Donc la prophylaxie médicamenteuse n'est pas indiquée sauf des situations particulières, c'est-à-dire les gens qui vont présenter des maladies inflammatoires chroniques, de l'intestin, des déficits immunitaires ou après un avis spécialisé. Donc les mesures d'hygiène sont parfois, enfin c'est ce qui est prépondérant à mettre en œuvre, sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Donc bien se laver les mains, donc avec de l'eau, du savon, avec un essuyage individuel avec une serviette propre, et sinon avec des gels hydroalcooliques. Attention aux boissons, donc prendre toujours des eaux encapsulées d'origine, vérifiez bien que c'est une capsule d'origine, ou autrement faire bouillir, donc c'est 1 minute à gros bouillon ou 3 minutes à partir de 2000 mètres d'altitude. Ça va vous tuer tout, c'est ce qu'il y a de mieux, ça va vous tuer à la fois les bactéries, les virus et les parasites et même les œufs de parasites, ou autrement il faut filtrer l'eau et après seulement mettre les cachets désinfectants, donc une eau propre qui n'est pas trouble, qui n'a pas de choses en suspension, autrement vous allez diminuer l'efficacité de votre traitement. Et évitez bien sûr les glaçons, ça c'est le piège. Si vous prenez une eau encapsulée avec un vieux glaçon fait avec je ne sais quoi, le risque est encore là. Donc l'adage c'est cook it, boil it, peel it or forget it. Ça résume bien la situation. Alors attention, donc manger des aliments bien cuits, donc tout ce qui est œufs, viande, crustacés. Pelez les fruits vous-même, éventuellement lavez-les, rincez-les avec de l'eau potable que vous avez traitée avec vos comprimés. Et évitez tout ce qui est les nourritures vendues dans la rue, sauf si c'est cuit juste devant vous. Voilà, là, vous limitez les risques. Tout ce qui n'est pas cuit, évitez les crudités, salades, mayonnaise, les mousses, les sorbets, les crèmes glacées, les pâtisseries avec plein de crème. Là, vous regardez, mais surtout, vous ne mangez pas. Donc ça, c'est les petites fiches qu'on donne aux passagers. Donc, les mesures d'hygiène, donc toujours bien se laver les mains avant de manger, avant de toucher les aliments en venant des toilettes. Donc les bébés, vous pouvez, les nourrissons, les vacciner contre le rotavirus. Et donc les aliments, c'est tout ce que je vous ai dit. Donc attention à tout ce qui est les glaces artisanales, les jus de fruits frais artisanaux. Et donc au niveau de la consommation de l'eau, donc de l'eau en bouteille ouverte devant vous, de l'eau donc que vous avez fait bouillir, ou autrement vous pouvez désinfecter l'eau si elle est bien purifiée. Si vous l'avez, éventuellement maintenant il y a des gourdes avec des filtres, etc. Et donc vous pouvez les traiter avec des produits donc soit à base de dichloroisocyanurate de sodium, donc c'est les comprimés d'Aquataps, ou avec de l'hypochlorite de sodium, c'est de l'eau de Javel en fait. Voilà, donc pour voilà, en résumé. Donc là, les beaux gâteaux appétissants plein de crème. Photo de Martine au Pakistan, ça. Voilà, ils sont appétissants, mais ils rendent 100% malades. Et je crois qu'ils ont fait l'expérience en plus. Comment résister? Alors le danger, c'est la déshydratation chez les personnes, chez les enfants, chez les personnes âgées. Donc bien reconnaître les signes. Éventuellement le rappeler aux parents. Les diarrhées fébriles, donc pensez au palu, à la typhoïde, on ne le dira jamais assez. Les diarrhées bactériennes, s'il y a de la fièvre qui accompagne les diarrhées, ou s'il y a du sang ou des glaires dans les selles, ça peut être d'autres parasitoses. Attention au portage digestif de bactéries multirésistantes. Donc ça, surtout, c'est les Escherichia coli, etc. Mais ça va être surtout pour les voyages en Asie et surtout s'ils ont été traités, et notamment avec des fluoroquinolones, parce que là-bas en Asie il y a beaucoup de résistance à cet antibiotique, notamment avec les salmonelles ou les campylobactères. Mais généralement ce portage dure moins de 3 mois dans 95% des cas. Mais il faut quand même y penser. Donc quand consulter, quand on a des formes sévères ou persistantes, ou si c'est des personnes à risque qui présentent de la fièvre en plus, ou si c'est des petits enfants, ou si en plus des vomissements incoercibles avec des risques de déshydratation. Et dans ce cas, essayer de faire boire les gens pour pas qu'ils se déshydratent, même avant qu'ils aient soif. Maintenir un apport hydrique avec des boissons salées et sucrées à la fois, éventuellement avec des sels de réhydratation que vous pouvez réaliser vous-même si vous n'en avez pas sous la main. Donc il suffit de prendre 1 litre d'eau bouillie, 6 cuillères à café de sucre et 1 cuillère à café de sel.
Donc, après les traitements, donc les diarrhées bénignes ou modérées, vous pouvez prendre des antidiarrhéiques, antisécrétoires type Turfan. Par contre, pas chez la femme enceinte ou la femme allaitante. Éviter l'opéramide, l'imodium, qui est un ralentisseur du péristaltime intestinal, parce qu'on a des risques de constipation ou de ballonnement. Donc il faut vraiment les réserver pour les gens qui ont des diarrhées très fréquentes et très liquides, ou des gens qui doivent prendre l'avion ou le bus pendant plusieurs heures, qui n'ont pas accès aux toilettes. Et par contre, surtout pas le donner quand il y a des diarrhées graves avec des selles glérosanglantes ou fébriles. Et après, bon, les pansements digestifs, SMECTA, mais qui n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité. Les traitements, donc les traitements, c'est uniquement pour les diarrhées sévères ou chez les personnes à risque de décompensation et qui n'ont pas l'occasion d'avoir une consultation rapidement. Et donc, c'est uniquement pour les diarrhées graves. Et ça va être avec principalement l'antibiotique azithromycine, donc soit 1 gramme en une seule prise unique, soit 500 mg par jour pendant 3 jours. Donc éviter la ciprofloxacine, donc les fluoroquinolones, mais donc c'est vraiment en cas de contre-indication à l'azithromycine qu'on donnera cet antibiotique-là. Voilà. Et donc bon, après il y a des dosages pour les enfants qui sont hors AMM. Et voilà, j'ai fini. Donc, prévenir et gérer le risque de rage en voyage. Donc, rappel, le virus de la rage, 55 000 décès par an quand même, dont la moitié en Inde. Donc, quelqu'un qui va en Inde, il faut vraiment qu'il soit vacciné. Alors, on est exposé à 99% par des chiens, mais potentiellement tous les animaux à sang chaud, y compris les chauves-souris. Et puis les singes aussi, il faut y penser, il y en a beaucoup dans certains endroits, dont à Bali, on va voir ça. Alors, on peut être exposé en étant mordu, griffé, léché sur une peau lésée, qui a déjà un bobo, ou léché sur une muqueuse, les yeux, le nez, la bouche. 40% des problématiques de personnes atteintes, ce sont des enfants de moins de 15 ans. Et il faut savoir que l'animal peut être infectant avant d'être lui-même symptomatique. Alors, juste un petit rappel pour dire que voilà comment ça... Donc, le virus est transmis à l'homme par l'animal qui est en phase d'excrétion salivaire lui-même. Il va mordre ou lécher. Il y a entrée du virus par la plaie ou la muqueuse. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça ne va pas dans le sang, hein. Ça va se servir des filets nerveux comme ascenseur jusqu'à la moelle épinière. Puis ça va... Et là, il y aura encore une petite réplication. Et puis, ça va remonter jusqu'au cerveau. C'est neurotrope. Grosse multiplication, puis ça va redescendre vers différents organes, dont les glandes salivaires, et donc après infection, la personne est au stade infectant par sa salive. Ah oui, alors oui, et d'ailleurs ça a atteint différents organes, y compris les cornets, et il y a eu des transmissions par greffe de cornée, greffe d'organes, etc. Bon, bref. Donc je ne vais pas vous faire tout le tableau clinique, mais sachez quand même que l'incubation, elle est en moyenne de 1 à 3 mois, mais ça peut être beaucoup plus long, jusqu'à 7 ans, ou beaucoup plus court, 4 jours. Donc de 4 jours à 7 ans. Mais dans 90% des cas, les signes cliniques arrivent en moins de 6 mois et dans 99% des cas, en moins d'1 an. Alors il y a 3 types de tableaux. Le plus fréquent, c'est la rage spastique ou furieuse. Ensuite, il y a aussi la paralytique, qui est moins fréquente, avec des problèmes de diagnostic différentiel avec le Guillain-Barré, etc. Et puis d'autres formes atypiques. Il n'y a pas de guérison possible. Jamais. Donc c'est la maladie infectieuse la plus létale qui soit. Il y a quelques cas de survie. Je crois qu'il y en a eu 5 dans le monde. Mais bon, il ne faut pas tabler là-dessus. Donc une fois que la personne a des signes cliniques, c'est fini. Alors, dans le meilleur des cas, dans les pays développés, on les endort pour pas qu'ils souffrent. Et le décès se fait en 1 à 4 jours ici, 15 jours là. Ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais il y a des pays où on les met dans des cellules avec des gros barreaux pour qu'ils ne s'échappent pas. Notamment aux Philippines, c'est ça, Jean-Paul, qui a eu l'occasion de visiter ces fameuses... voilà. Donc c'est terrible. Et c'est pour ça qu'on veut absolument vous sensibiliser, parce que il vaut mieux prévenir, parce qu'il n'y a pas à guérir. Alors prévenir, avant le départ, c'est la vaccination. Alors la vaccination,
ça n'empêche pas que si jamais on est exposé pendant le voyage, il faudra quand même faire des choses. Mais ça simplifie beaucoup la prise en charge si jamais on était exposé. Et ça donne un petit peu plus de temps pour rejoindre un centre de santé aussi. Alors, qui vacciner? Alors, ici, vous avez la carte de la rage dans le monde. Évidemment, tous les gens qui vont en zone rouge. Hein. Mais la zone orange aussi, quand même. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y a de la rage des chauves-souris en Australie. Hein. Donc, évidemment, on va plus souvent et plus facilement vacciner si c'est un séjour prolongé, aventureux, à risque de contact avec les animaux domestiques ou sauvages, parce que c'est pas que les animaux sauvages qui transmettent la rage, ça peut être le chien du voisin ou de l'habitant. Hein. Et si on est isolé loin de tout. Et puis, en tout premier lieu, les enfants, parce que les enfants sont très attirés par les animaux, ils vont être attirés, ils vont jouer avec, et ils vont pas forcément vous dire qu'ils ont été exposés. Vous voyez qu'ici, là, si vous passez beaucoup de temps en zone rurale, là, les expatriés enfants, tout ça, il faut vraiment, en zone à risque, bien sûr, il faut vacciner. Alors, le protocole pré-exposition, donc la vaccination, c'est dès l'âge de la marche, on peut vacciner. C'est un intramusculaire strict, alors, et surtout pas dans la fesse, hein, parce que ça peut rendre le vaccin inefficace si c'est fait dans la fesse. Donc, c'est vraiment dans le deltoïde ou dans la face antéro-externe de la cuisse. C'est J0, une injection, J7 la deuxième, et la troisième, c'est de préférence J28. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps avant le départ pour pouvoir le faire. Et à défaut, on peut faire du J21 pour la troisième dose. Et si possible, il faut terminer le protocole 2 semaines avant le départ pour que la vaccination soit vraiment efficace. Alors, une fois qu'on a vacciné, ça c'est avant le voyage. Bon, pendant le voyage, il faut essayer d'avoir un comportement à moindre risque. Donc, c'est éviter le contact avec les animaux sauvages ou domestiques en zone d'endémie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en approcher, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas avoir de nourriture sur soi en présence d'animaux parce que ça les attire. Et attention, des risques particuliers, tout ce qui est en 2 roues. Aussi, on a même eu, nous, on a vu des personnes qui ont été mordues en faisant leur jogging, hein, notamment une dame en Thaïlande là, qui faisait son jogging, elle a été mordue par un chien. Tout ce qui bouge, ça favorise l'attaque des chiens. Hein. Les 2 roues, mais aussi les objets intéressants, et notamment pour les singes. Là, on voit ce qui se passe en Thaïlande. Hein, y a des singes absolument partout sur les plages. Et vous voyez que là, il est très attiré par la banane, mais là, il est très attiré par l'appareil photo. Alors évidemment, comme c'est exotique, ça fait beaucoup sourire. Sauf que les petites pointes là, ou les petites dents là, eh ben, c'est vite fait d'être exposé. Ça, c'est près des temples, il y a beaucoup de singes. Hein. Alors ça, moi j'ai fait une recherche Bali singe. Et je suis tombée sur quoi? Des photos de voyageurs. Alors, vous voyez que là, les petites pointes là, griffures. Ici, en plus c'est près de la tête, alors ça va aller très vite au cerveau en plus. Et puis alors là, carrément, qu'est-ce qu'on fait? On présente l'enfant. En 2 secondes, ça peut être ça. Voilà. Donc là, quand on fait la revue de presse, 2 touristes français attaqués par des singes au Taj Mahal. Alors c'est devenu infernal, il paraît, au Taj Mahal. C'est très difficile de ne pas être exposé. Bon, alors ensuite, phase 3, on a été exposé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelques exemples. Un enfant de 10 ans décédé à Lyon en 2017. Il était au Sri Lanka en famille. Sur une plage de l'hôtel, il a été mordillé, hein, pas beaucoup, par un chiot. Le chiot avait l'air en bonne santé. Effraction cutanée et saignement de faible abondance au niveau d'un doigt. La plaie a été lavée et désinfectée, mais aucune prophylaxie post-exposition rage débutée. 1 mois et demi plus tard, dégradation, diagnostic, décès. Norvège, 2019. Elle secourt un chiot et meurt de la rage 3 mois plus tard. Pareil. Mordillée. Voilà. Et elle est morte. Alors, l'exposition, on a dit, c'est morsure, griffure, léchage. Ça, faut vraiment l'expliquer aux gens. Alors, quelles sont les mesures réflexes immédiates en post-exposition? Ça concerne et les vaccinés et les non-vaccinés. Il faut toujours faire ça. Il faut prendre en charge la zone exposée. Si c'est une plaie, il faut savonner pendant 15 minutes, montre en main. L'OMS dit minimum 10 minutes. Ça diminuerait de 90% le risque de rage. Donc c'est bon plan quand même. Mais ça veut dire que dans le sac à dos, il faut avoir un petit savon, de l'eau, et pouvoir savonner. Donc ensuite on rince, on sèche et on met un antiseptique. Mais lequel?
On déconseille les ammoniums quaternaires. Donc, on va dire c'est plutôt iodé ou chloré, hein, mais ça serait considéré comme pas efficace, ça, les ammoniums quaternaires. Donc, plutôt de la bétadine. Si c'est une muqueuse, évidemment, on ne va pas pouvoir savonner la muqueuse, donc on va faire un rinçage abondant et consulter dans les moins de 48 heures, parce que souvenez-vous, l'incubation, c'est 4 jours minimum. Donc, il faut agir avant. Pour les incubations courtes. Évidemment, les incubations courtes, c'est surtout les plaies, les zones exposées près du cerveau, les morsures profondes, multiples, etc. Évidemment, ça va plus vite. Alors, la consultation, eh ben, ça va être d'évaluer le risque et de voir s'il y a besoin d'une prophylaxie post-exposition. Il y aura aussi vaccination antitétanique, antibiotiques, etc. À savoir que l'évaluation du risque et le protocole de prophylaxie post-exposition, c'est le rôle des centres antirabiques. Et en Calédonie, le centre antirabique, c'est le centre santé-voyage de la DAS. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler aux urgences pour que le médecin d'astreinte de la DAS puisse être contacté pour faire cette évaluation du risque. Parce qu'il y a des gens il n'y a pas de rage en Calédonie, mais il y a des gens qui ils rentrent, ils n'ont rien fait, ils sont un peu inquiets. Voilà, donc là, il faudra évaluer le risque. Alors la prise en charge post-exposition, elle va être simple chez le vacciné. Vous voyez que là, il y a eu les vaccinations préventives, J0, J7, J21 ou J28. Exposition, et à partir de là, savonnage, désinfection, consultation, évaluation du risque. Et hop, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Eh ben, il y a 2 injections de rappel pour rebooster la vaccination, mais il n'y aura jamais besoin d'immunoglobuline qui coûte très cher. Ça peut coûter 150 000 francs CFP en Calédonie pour vacciner un adulte. Et dans les autres pays, ça peut coûter encore plus cher. Et il n'y en a pas partout. Donc, et le problème, c'est qu'on peut attraper la rage si on a, même si on n'a pas fait ce qu'il fallait quand il y avait besoin d'immunoglobuline. Voilà. Ça permet justement de faire remonter le taux les anticorps antirabiques, etc. Bon. Chez le non-vacciné, bah, il n'a rien eu avant, évidemment. Donc, lui, prise en charge de la plaie identique. Mais là, si la plaie n'a pas saigné, si c'est une plaie qui n'a pas saigné, à ce moment-là, il n'y aura pas d'immunoglobuline, mais il y aura un protocole de 3 injections de vaccin, AG0, J7, J21, protocole Zagreb. Et si ça a saigné, ou si c'est une chauve-souris, ou si c'est un léchage, ou si c'est un immunodéprimé, à ce moment-là, c'est le protocole Essen, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 vaccins, voire 5 si c'est un immunodéprimé. Et en plus, parce qu'il faut 7 à 10 jours pour qu'il y ait apparition des anticorps quand on vaccine, il va bien falloir protéger ces 7 à 10 jours par des immunoglobulines qui sont des anticorps donnés passivement. Mais ces anticorps, il faut les donner où? Dans la plaie. Et là, ce n'est pas une partie de plaisir, les immunoglobulines dans la plaie. Hein. Donc ça veut dire que, imaginons que ça, on appelle ça le boulet de virus, là, parce que c'est boulette comme balle. Donc il a une forme de balle. Et il va falloir injecter des anticorps autour, là, les immunoglobulines. Vous voyez, le temps que les anticorps donnés par le vaccin soient actifs. Donc, conclusion, sensibiliser les voyageurs au risque de rage, vacciner avant le départ s'il y a un risque, éduquer aux premiers gestes en cas d'exposition, et puis vous contactez les médecins d'astreinte de la DAS si jamais il y a eu un risque en voyage ou si on doit poursuivre une prophylaxie débutée en voyage. Voilà, merci. Donc, maintenant, c'est Arnaud et Anne-Claire. Anne-Claire, tu es là. Donc, il va nous parler des autres. Tous. Anne-Claire Grenat, je suis biologiste et spécialisée en santé publique. Alors ce soir, je vais vous parler donc rapidement d'autres risques, des fois un petit peu négligés, mais qui ont leur importance. Alors bien sûr, tout commence par un départ. Alors ici, ça va être l'avion dans la plupart des cas. Donc là, c'est un risque qui est bien connu, celui des transports aériens avec la maladie thromboembolique veineuse. Bon, bien sûr, ça vous le connaissez parfaitement, avec qui est à recommander, donc une prévention sur des durées de vol qui est supérieure à 4 heures.
avec la présence de facteurs de risque ou pas. Donc la présence de facteurs de risque, pour rappel, donc ce sont donc la contraception, les femmes enceintes, le postpartum, et ensuite il peut y avoir donc les antécédents de phlébite et certains cancers qui vont donner lieu à soit donc une contention ou même dans certains cas à une prophylaxie par HBPM. Alors bien sûr, le mal des transports, on l'a vu, on va avoir donc lors de la consultation. C'est pour ça que c'est important de discuter des activités qui vont être pratiquées lors du voyage. Certains vont aller faire du bateau, certains vont faire des longs trajets en voiture, en bus. Donc c'est peut-être des choses à anticiper parce que voilà, on fait 8 heures de bus avec un mal des transports, ça peut être vite compliqué. Donc là, prophylaxie classique, voilà, le mercalme des molécules lamiclosine, les patchs de scopolamine. Alors ça, je l'ai mis, je trouvais ça rigolo. C'est pas vraiment une recommandation, mais c'est des lunettes. Et le petit pointeur, c'est ça? Ah oui, c'est le... Voilà, alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut, c'est des lunettes avec de l'eau pour soi-disant prévenir le mal de mer. Alors je pense que peut-être que ça le donne quand on est sur Terre, je ne conseillerais pas, je pense qu'il vaut mieux quand même cibler sur des patchs de scopolamine, c'est un peu plus voilà, certain du résultat. Alors les autres expositions, on va avoir des voyageurs donc, qui vont partir donc s'exposer au soleil, bien sûr, brûlure, pensez toujours à se protéger du soleil. Mais également, on va voir des aventuriers qui vont partir en haute altitude, notamment des treks en Himalaya. On va donc anticiper donc, tout ce qui est mal des montagnes, se protéger du froid, bien sûr les photokératites et bien sûr les brûlures liées donc, voilà, au soleil, les UV, puisqu'on a une augmentation de l'intensité des UV, donc tous les 1000 mètres. Et bon, bien sûr, bien anticiper le froid. Ça peut arriver même, on part à La Réunion, on ne pense pas quand on va aller faire le Piton des Neiges que bon, il peut faire moins 10 degrés. Donc il ne faut pas oublier de prendre des gants. Bon, vous l'aurez peut-être reconnu cette photo. Bon, c'est une vieille photo de Maurice Herzog qui à l'époque avait perdu ses gants sur la descente. Et ses compagnons, eux, qui avaient fait des ophtalmies terré la chenal et qui ne voyaient plus rien puisqu'ils avaient perdu leurs lunettes et ils étaient complètement aveuglés. Bon, peut-être pas aller donc aussi haut, mais en redescendant, en tout cas, on peut avoir aussi des risques de pollution atmosphérique, notamment pour ceux qui ont pu avoir la chance d'aller à Ulaanbaatar. Voilà, donc si on a des problèmes respiratoires, donc il faut être quand même assez vigilant. Et même sur des pics de pollution, on peut même conseiller le port de masques FFP2 qui vont quand même protéger de certaines particules. Et bien sûr, les personnes qui ont des pathologies respiratoires chroniques, à être prudentes, à éviter donc les sorties et l'activité physique dans ces atmosphères ultra polluées. Ensuite, on va voir donc dans les personnes qui pratiquent un peu des vacances sportives. Il faut bien rappeler qu'il y a la notion donc de fatigue qui peut être liée au voyage, au décalage horaire, et pour certains qui vont donc s'exposer à des risques supplémentaires, notamment les plongeurs. Avec voilà, de risques supplémentaires d'accidents de décompression sur des fatigues et bien sûr d'être prudent sur s'il y a des vols qui s'enchaînent, à bien respecter les intervalles entre la plongée et le vol. Alors là j'ai mis donc les baignades, alors bon les otites externes, on va retrouver les conjonctivites, le risque de noyade puisque on est souvent dans des pays où il n'y a pas de normes de protection des piscines, donc notamment avec des enfants, il faut être vigilant, ou des systèmes qui sont moins aux normes d'aspiration. Et alors là j'ai mis, alors ça c'est une petite bête, certains la connaissent, Naegleria fowleri, une amibe. Alors cette amibe, elle peut donc, je vous ai mis, ça peut donner donc des méningites avec une létalité qui est supérieure à 90%. Donc là, ça fait moins rire. Alors ça reste heureusement très rare, mais bon, il y a eu un cas donc cette amibe, on peut la retrouver dans plutôt les sources d'eau chaude. On pense que c'est quelque chose qui va exploser en lien avec le réchauffement climatique, où on a des zones de baignade avec des eaux qui vont être un peu plus chaudes et qui peuvent favoriser la prolifération de ce parasite, donc de cette amibe. Et alors, bon, bien sûr, éviter de se baigner dans ces eaux s'il y a eu des cas signalés, mais bon, voilà, de manière générale, sur tout ce qui est eau de source, eau chaude, quand on plonge, voilà, il faut bien penser à se boucher le nez pour éviter que de l'eau rentre dans le nez, puisque c'est la propriété de cette amibe, c'est de remonter le long du nerf olfactif et de gagner le cerveau. Donc une fois qu'on est au stade de méningite, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors les autres expositions, alors les accidents de la voie publique, on l'avait dit au début, la première cause de rapatriement
Les premières causes de mortalité chez le voyageur, c'est les accidents de la voie publique. Alors souvent, comme disait Sylvie, on lâche les élastiques, on va louer une moto à Bali, on met pas le casque, on prend le taxi, on met pas la ceinture, pareil, on met pas le bus. Non, il faut garder les bonnes habitudes. Et même s'il n'y a pas de réglementation ou de police locale, voilà. Puis souvent on a des véhicules qui sont parfois en mauvais état, éviter aussi les conduites nocturnes qui sont plus propices à des accidents de la voie publique. Après, donc dans ceux qui lâchent encore plus les élastiques, voilà, on peut avoir des comportements aussi à risque. Donc voilà, pour faire rappeler donc les protections, puisqu'on est souvent dans des pays de haute endémicité des IST et même du VIH, voilà, ceux qui ont des pratiques vraiment à risque de peut-être même dans certains cas proposer une PrEP. Souvent, certains ont des idées de se faire des tatouages, piercings, donc vaut mieux quand même les faire en rentrant, éviter de les faire dans des pays où voilà, l'hygiène et où les normes justement des tatouages sont pas les mêmes que chez nous. Et bien sûr, on peut avoir aussi certains qui vont être tentés de prendre des drogues sur place, puisqu'on a des fois des pays où la législation n'est pas la même, où ça va peut-être plus circuler, d'être vigilant sur aussi des intoxications, ou se faire même droguer à son insu, sur des verres, sur des soirées en Thaïlande, ou des choses comme ça. Donc il faut garder, être toujours vigilant. Donc pour s'informer, là je vous ai mis quelques liens rapidement. On vous a mis donc... on vous a parlé au début, donc il y avait aussi le risque des pays voilà, en guerre, de l'insécurité. Donc le mieux, c'est toujours d'aller sur le site des affaires étrangères, qui est tenu qui est tenu à jour, donc le MAE, on vous a mis le lien, et de s'enregistrer aussi sur le site Ariane, où on pourra vous contacter en fonction de votre destination. Le ministère vous contactera s'il y a des urgences ou des informations relatives à votre voyage du pays au niveau de la sécurité. Alors aussi, ça c'est pour vous, pour votre propre information. Martine, vous avez parlé donc le BEH. Alors maintenant, c'est plus le BEH, c'est la HS qui vous pouvez je vous ai mis le lien, le trouver en ligne. C'est donc édité par la HS. Ça s'appelle Recommandations aux voyageurs. Voilà. Donc ça, on vous incite vivement à l'avoir dans vos liens ou à l'imprimer. Après, voilà, d'autres liens utiles. Vous avez le Yellow Book qui est édité donc notamment par le CDC. Et aussi, il y a des mails de diffusion si vous voulez être au courant de l'actualité internationale, puisqu'il y a des choses entre ce qui est édité sur le bulletin de recommandations voyageurs et des fois les événements, l'émergence d'arboviroses ou d'autres pathogènes. Donc ça, il n'y a que sur des sites d'information sanitaire internationale. Donc vous avez des mailings, je vous encourage à vous abonner, où ils vont vous envoyer, vous pouvez sélectionner l'information que vous souhaitez, ils vont vous informer des alertes sanitaires qui peuvent avoir lieu dans certains pays. Et pour certains, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez alors le site Outbreak News Today aussi qui vous tient en temps réel d'informations de virus d'émergence. Ensuite, la CPS aussi réalise dans la zone Pacifique une veille sanitaire donc qui est consultable sur leur site ou sur pareil, il y a une mailing list sur laquelle vous pouvez vous abonner et recevoir les alertes de la CPS. Donc voilà, on vous a mis un exemple où ils vont mettre ce qui a été signalé par les différents pays. Ensuite, au niveau de la DAS, le bureau de veille sanitaire tient une veille journalière. Donc alors eux, ils sont en connexion avec tous ces sites, CPS, CDC, et donc cette carte est tenue à jour. Donc le but, ça serait de la mettre à disposition des professionnels de santé pour avoir une information en temps réel complète, qui ne concerne donc pas que la zone, bien sûr la zone Pacifique, bien sûr on la regarde de très près, mais notamment toutes les zones de destination possibles puissent exister. Donc ça c'est un souhait de pouvoir bientôt la mettre sur une plateforme, on espère, où il y aura plein d'autres choses. Vous pourrez déclarer peut-être vos MDO, etc. Pas d'annonce trop rapide, mais bon voilà, c'est dans les tuyaux en tout cas pour qu'il y ait plus d'interactivité, pour que vous ayez une source d'information fiable et à jour. Voilà, je vous remercie. Après toutes ces informations sur la prévention, je vais vous brosser
comment dire, un tableau, mais rapide. Hein, je ne vais pas être exhaustif ni vous endormir sur, voilà, sur les pathologies du retour. Comme on a dit tout à l'heure, ben, le voyageur, il finit par revenir chez lui. Et à ce titre-là, il va venir vous, dans les semaines, dans les mois qui viennent, eh ben, il va venir vous consulter. Donc déjà, pour une fièvre, pour une fatigue, une éruption cutanée, une anomalie de santé. Donc un voyageur, si vous l'informez avant de partir, vous devez lui dire, bah, quand vous rentrez, si vous avez ces signes-là, vous venez consulter et vous nous précisez effectivement où, quand a eu lieu le voyage et quel type de voyage. C'est déjà le premier élément que vous pouvez donner dans la prévention en tout cas la meilleure gestion des pathologies au retour. Comme on a vu tout à l'heure, effectivement, il y a des troubles généraux, fièvre, asthénie, des troubles digestifs, donc à parler de la diarrhée. Il y a des atteintes cutanées et phanéres qui existent, même si effectivement les maladies tropicales ou les maladies sont moins fréquentes. Et puis, on avait parlé tout à l'heure d'autres risques et d'autres pathologies du retour. Comme on l'a dit aussi, je ne vais pas le rappeler, donc beaucoup d'études anciennes de référence. Les diarrhées, ben, c'est les principales pathologies du retour. Le paludisme est 3,5%, dingue, grippe après. Mais effectivement, donc, on a toutes ces autres maladies, je dirais, tropicales qui sont moins fréquentes. Donc le site Géosentinelle, donc, qui a étudié donc, les maladies les plus fréquentes chez les voyageurs qui reviennent, ben, le premier, comme on l'a dit, la gastro-entérite, la fièvre ensuite, les dermatoses et les infections respiratoires aiguës, ensuite les pathologies neurologiques et génito-urinaires. Donc la fièvre au retour, bah, c'est un motif très fréquent de consultation après un séjour en zone tropicale, 20-25%. Premier réflexe, il faut penser au paludisme, éliminer le paludisme. Comme on n'insistera jamais assez, en fait, puisqu'on peut avoir quand même des formes mortelles, c'est à l'interrogatoire l'étape essentielle et avec les principales infos à recueillir. Donc s'ils ont pris une chimioprophylaxie, l'endroit où ils sont allés, c'est-à-dire c'est une zone à risque, c'est pas une zone à risque, le type de plasmodium qui circule, comme l'a dit Martine tout à l'heure, et puis s'ils ont pris une chimioprophylaxie. Après, donc les autres questions à poser pour une fièvre, c'est est-ce qu'ils sont vaccinés, quel vaccin, quand ont commencé les symptômes, la durée d'évolution, le type de fièvre, comme l'a dit Martine, des fièvres rythmées, pas rythmées, les autres signes d'accompagnement et la prise d'un autotraitement antipalus, parce que quelquefois, donc, il y a des voyageurs qui ont des traitements présomptifs et qui les prennent. Bilan biologique de base, numération formule sanguine, ALAT, bilirubine, frottis goutte épaisse, toujours pour le palu, voire il y a des tests rapides, des tests diagnostiques rapides maintenant. Hémoculture, bandelette urinaire, c'est un premier élément, c'est des premiers éléments d'orientation. Toujours donc le paludisme, puis on a devant une fièvre les maladies cosmopolites, c'est-à-dire les maladies qui sont classiques, je dirais les méningites, les pneumopathies, mais qui peuvent évoluer gravement. Une fois écartées, ben après on peut commencer à envisager les maladies d'étiologie tropicale et puis quand on n'en trouve pas, ben finalement quelquefois on peut évoquer une infection banale, une grippe banale, etc. Mais c'est vrai que l'arbre ne doit pas cacher la forêt, mais c'est vrai qu'on pense d'abord aux choses, aux maladies les plus graves. Donc, comme je vous l'ai dit, paludisme, incubation infection cosmopolite en urgence. Ensuite, selon l'incubation, quelques jours, les arboviroses, quelques infections digestives, d'infections urinaires, incubation moyenne, typhoïde, rickettsiose, primo-infection VIH dans certains cas, incubation longue, on pensera plutôt aux helminthiases, aux hépatites virales A, B, à l'amibiase et quelques causes rares, donc c'est rare pour le voyageur, effectivement moins ici, la leptospirose et en dernier lieu une infection non liée au séjour. Le voyageur peut venir et être fatigué, une fatigue, on ne comprend pas pourquoi. Il faut savoir si elle est isolée, pas isolée, associée à d'autres symptômes qui peuvent mettre sur la voie. Lorsqu'elle est isolée, c'est plus difficile à interpréter, mais il ne faut pas passer à côté de causes organiques et rechercher un problème infectieux qui aurait été traité, larvé, et en fait avec une fatigue qui reste. Pensez au paludisme décapité quand il y a une prophylaxie qui est mal prise ou inadéquate, un autotraitement à dose insuffisante au décours d'un paludisme, un syndrome post-dengue et d'autres syndromes post-viraux aussi qui peuvent donner cette fatigue, et puis des parasitoses digestives chroniques et les effets secondaires d'un médicament aussi, donc y penser quelquefois.
Les troubles digestifs, Anne a bien détaillé, on a parlé. Il y a la tourista dans les diarrhées aiguës. Il faut penser aussi aux effets indésirables des antipaludéens, ça existe aussi. Les diarrhées qui accompagnent une autre infection, surtout chez les enfants. Il faut penser que chez les enfants, effectivement, le paludisme, il n'a pas une forme typique. Et en fait, les enfants peuvent souvent avoir des diarrhées qui peuvent être la manifestation d'autres pathologies qu'une gastro-entérite ou des infections digestives. Donc, y penser. Les diarrhées chroniques, donc plus de 3 à 4 semaines, 2 à 3% des diarrhées du voyageur, selon les publications. Infectieuses, on pense aux parasitoses. Après 50 ans, on fait un bilan exploratoire parce que ça veut cacher d'autres pathologies. Et quand on n'a pas d'étiologie, c'est vrai que quelquefois, on peut imaginer que c'est une modification de la flore intestinale, ce qui peut arriver avec des alimentations un peu variées qu'on peut avoir dans certains pays, en fait. Nausées, troubles dyspeptiques, constipation, plus ou moins isolés, mais évoquer une gastro-entérite avec une composante gastroïde, des effets secondaires de médicaments, toujours, des parasites intestinaux aussi, qui peuvent donner des signes un petit peu atypiques. Et alors, on a le truc le plus facile, c'est quand il y a un verre qui est extériorisé par l'anus, là, c'est un petit peu plus clair. Donc, en général, il est reconnaissable selon la taille. Un lascaris, il fait 20 à 30 cm. Comment ? Le trichocéphale, les oxyures qui sont tout petits, 6 places, c'est plutôt un ténia. Y penser. Mais ça, c'est peut-être un petit peu plus facile. Alors, les atteintes cutanées, c'est vrai qu'un voyageur qui vient avec une éruption cutanée, l'orientation diagnostique se fait en fonction du contexte fébrile ou pas, de l'étendue de l'éruption, généralisée, localisée. Les caractéristiques de l'éruption, si elle est prurigineuse, un trajet serpigineux, c'est-à-dire un petit mouvement, on pensera à une larva migrans, maculopapuleuse, etc. Je ne vais pas vous assommer avec tous ces détails. Les ulcérations aussi, la taille est importante, ce qui permettra de voir effectivement d'orienter le diagnostic. Et l'atteinte des phanères, cuir chevelu, ongles, on pensera à des teignes, on pensera à d'autres types d'alopécie. Voilà. Donc ça, je vous ai mis ces tableaux que vous pourrez consulter après parce qu'on ne va pas les détailler, mais vous voyez prurigineuse et le contexte fébrile, sans contexte fébrile, il faut penser à la gale aussi pour les prurigineuses. Quand on a des éruptions cutanées localisées, avec serpigineuse, c'est larva migrans, lavarcurins, c'est vraiment très spécifique. Alors donc, n'hésitez pas à recommander à vos voyageurs qui vont se baigner dans des zones où il y a des chiens errants qui déposent leurs déjections sur la plage, de ne pas se coucher à même le sol, à même le sable, en fait, et de mettre toujours une serviette ou une protection, parce que ça peut arriver très vite et c'est assez gênant. Voilà. Bon, après, des ulcérations cutanées, des petites tailles, donc des furoncoloïdes, piédermites, des grandes tailles, leishmaniose, mycose profonde. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, une atteinte des faneurs, les teignes. Bon, il y a d'autres maladies, la syphilis secondaire, les ongles, les onychomycoses et les teignes pour les poils. Pensez aux infections génito-urinaires, cystite, prostatite, urétrite, qui sont non spécifiques des tropiques, mais par contre, si on a une hématurie et qu'on revient dans une zone de circulation, pensez à la bilharziose. Les IST, on en a parlé tout à l'heure, on lâche les caoutchoucs, donc effectivement, on y pense parce que elles sont fréquentes en zone tropicale et les comportements peuvent changer, donc y penser. Rechercher VIH quand il y a effectivement des expositions à risque et d'autres IST, pensez à rechercher le VIH. Troubles oculaires, Anne-Claire en a parlé, donc il y a les conjonctivites, donc inflammation par infection, allergie ou irritation. Donc fréquente pour le voyageur qui va en zone désertique ou sèche, en altitude et dans des trajets longs en avion aussi. Passage oculaire de verre, on en parle, c'est anecdotique, on n'a pas tant que ça, on n'en voit pas tant que ça, mais il faut penser à l'aloase, en fait, notamment pour les gens qui reviennent de forêt Centrafrique, et l'incubation peut être longue. Baisse de la vision crépusculaire, donc c'est vrai que ça nous concerne un peu moins, c'est en zone d'endémie, c'est surtout les enfants et femmes enceintes, et lorsqu'il y a une carence en vitamine A. Donc c'est vrai que fonte purulente de l'œil, etc. On en voit dans quelques îles du Pacifique. Je pense que c'était à Kiribati pendant un moment où il y en avait. Mais bon, il faut y penser.
Et puis après, donc dans les autres symptômes ou les autres motifs de consultation qui font penser, les troubles neurologiques, crise comiciale, parésie, paralysie. Dans un contexte fébrile, il faut penser à une encéphalite, une méningite, ou quand il y a des atteintes médulaires, une myélite, polydéradiculonévrite, et penser à une maladie infectieuse, voire à tropisme neuroménager. Pas de fièvre, voir avec les antécédents, penser à des causes toxiques, toxiniques. Les manifestations psychiatriques du voyageur, Martine en a parlé, il ne faut pas les perdre de vue car elles peuvent être l'expression de causes neurologiques. Pensez au paludisme cérébral, trypanosomiase, hématose cérébrale, des causes iatrogènes, intoxication à la méfloquine, des causes toxiques ou volontaires, les champignons, les plantes, le bétel, le coca, tous les gens qui font des expérimentations. Le voyage peut déclencher, révéler ou aggraver des troubles psychiatriques, donc ça est sur une pathologie préexistante ou pas. Et il y a le syndrome de Stendhal ou de Jérusalem dont Martine a parlé tout à l'heure, c'est des troubles du comportement en cas de voyage religieux ou à destination culturelle. Voilà. En conclusion, c'est une présentation non exhaustive pour orienter vers des pathologies au retour selon le contexte, la destination, le type de voyage. Même si les maladies tropicales ne sont pas fréquentes, au retour, il faut en premier lieu éliminer le paludisme et les autres maladies graves. Et je vous ai cité, il y a le livre « Le médecine des voyages et maladies tropicales, médecine des migrants » d'Olivier Bouchot, donc qui travaille à Bichat, qui est responsable du service de médecine infectieuse et qui est en charge de DU de médecine tropicale. C'est un bon ouvrage que vous pouvez avoir, qui vous permet à la fois d'évaluer, de parler de la prévention, des risques, mais également des différentes maladies, les descriptions et des conduites à tenir. Donc je vous encourage à le consulter. On a respecté le timing. Voilà. Je vais continuer à garder la parole. Donc voilà, en conclusion. Pour nous, c'était important de vous faire cette information. Alors, comme on l'a dit, c'est un apéritif, c'est le début. On pourra creuser après, on pourra voir selon vos besoins et adapter d'autres sessions. Parce que le médecin généraliste, pour nous, c'est le premier contact avant le voyage. Souvent, le patient vient voir... Alors, il a une maladie chronique, il vient voir son médecin et puis il en profite pour demander des conseils ou il va carrément demander des conseils avant de voyager. Donc, pour nous, c'était important de vous faire cette information, cette sensibilisation. Parce que vous êtes, en tout cas, en première ligne et vous êtes les premiers interlocuteurs. Donc, effectivement, comme Martine l'a détaillé, pour le conseil avant le voyage, en fonction du type, de la durée, la vaccination, les conseils, les pathologies chroniques équilibrées avant le départ, les ordonnances en DCI ou en anglais pour les traitements chroniques, ça c'est aussi important pour vos voyageurs à l'étranger. La trousse à pharmacie et penser que le voyageur, comme je vous l'ai dit, lâche les élastiques en vacances. Donc tous ces éléments-là, c'est des choses que vous pouvez faire et que vous pouvez conseiller à partir des différents éléments qu'on a vous donnés avant le départ. Au retour, le voyageur, il va consulter qui en premier? Son médecin traitant. Donc c'est pour nous, c'est vraiment important effectivement que vous soyez aussi sensibilisés à ces pathologies du retour. C'est vous qui effectuerez le premier bilan diagnostique et ne pas hésiter dans le cas de symptomatologie compliquée à consulter les spécialistes. Comme on l'a dit, éliminer le paludisme, les maladies cosmopolites et si suspicion de palud arbovirose, tout de suite pensez à dire à vos patients répulsif cutané immédiatement, avant toute, en même temps que la prise en charge. Voilà. Donc pour nous, c'était important donc de vous sensibiliser et puis de pouvoir développer ensuite avec vous cette activité ou en tout cas être vos relais. Donc le centre santé voyage de la DAS, il a été créé en 2012. Bon, c'est quand même Martine qui est un peu la maman du centre en fait. Son activité a commencé en 2013, donc c'est un arrêté. Il est dans le bureau de veille sanitaire, contrôle sanitaire de la DAS. Il y a un cahier des charges et des règles de bonne pratique qui ont été aussi publiées donc, par arrêté. La liste des professionnels de santé aussi qui interviennent au centre santé voyage est fixée par arrêté. Et on distingue plusieurs niveaux de consultation. C'est vrai que dans les consultations de base qu'on fait, il y a des médecins, des infirmiers du service de santé publique et des médecins libéraux qui intervenaient jusqu'à présent.
Les médecins qui consultent ont tous des compétences en médecine tropicale, vaccinologie ou médecine des voyages et sont formés au centre antirabique de l'Institut Pasteur et au CNRH à Paris. Le centre santé voyage, comme Martine l'a dit, c'est un centre de vaccination internationale pour la prescription et la réalisation du vaccin fièvre jaune. Dans la RCP du vaccin fièvre jaune, il est bien précisé prescrit et réalisé dans un CVI. Le niveau d'expertise, le centre santé voyage, il sert de référence pour les médecins généralistes. Donc c'est vrai que nous, on nous appelle souvent quand vous avez un voyageur, que vous arrivez vous avez des doutes ou besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir justement vous donner des conseils adaptés ou pouvoir effectivement, quand vous avez des hésitations, à vous aider à choisir une chimioprophylaxie